Chères auditrices et auditeurs, sachez que l'émission que vous apprêtez à écouter évoque les thèmes, les personnages et les situations du film annoncé de la première à la dernière minute. Par conséquent, ce podcast est intégralement constitué de spoils. Si ce film vous intéresse, nous vous invitons à le regarder avant de nous écouter. Cet avertissement fait, nous vous souhaitons une délicieuse écoute. Salut tout le monde et bienvenue dans Ce film est trop petit pour nous deux, aujourd'hui consacré à Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, sorti en 2023 et réalisé par Jonathan Goldstein et John Daly. On va en parler en long, en large et de traviole pendant un peu plus d'une heure, car une chose est sûre, ce film est trop petit pour nous deux. Mais avant de vous prononcer, je vous en supplie, par pitié, veuillez attendre. Jonathan! Pardonnez mon retard. Comme je suis heureux de vous voir! Regarde, action! Lâchez-moi, monsieur! Elle lance des patates! Non! Oh, Jonathan! Mais on vous a gracié! Je me permets d'arrêter le déroulement normal de l'émission pour vous poser le contexte. Vous allez l'entendre, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le spécialiste des jeux de rôle, Monsieur Fibre Tigre, qui nous a proposé d'enregistrer l'émission en direct sur sa chaîne Twitch. Ne soyez donc pas surpris par le début un peu déroutant de l'épisode. Bien sûr, si vous voulez voir nos petites bouilles, vous pouvez aller sur la chaîne Twitch de Fibre Tigre pour regarder le replay. J'arrête ici de vous embêter et je vous souhaite une nouvelle fois une délicieuse écoute. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est moi qui vais hoster un petit peu... pas le stream mais l'épisode, donc en fait on est très content déjà d'être là. Merci encore de nous accueillir, Fibre. Je vais vous parler vite fait du podcast. Donc on est un podcast, comme tu l'as dit, qui s'appelle Ce film est trop petit pour nous deux, trouvable sur toutes les plateformes. Merci à Jerry. Et en fait voilà, le concept c'est juste qu'on est trois couillons qui aimons bien le cinéma et qui discutons autour d'un film tous les mois, une fois par mois, et de temps en temps il y a des petits formats plus court de discussion, toujours un petit peu autour du cinéma. On n'est pas des grands spécialistes, mais on aime bien ça, et surtout on aime bien dire de la merde dessus. Et ça, c'est ce qui nous plaît le plus. Et donc c'est un peu ce qu'on va faire ce soir, tout simplement. Donc comme tu l'as dit, nous on va parler ce soir du film Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Et puis voilà, j'espère qu'on va juste passer un bon moment. N'hésitez pas du coup à réagir comme vous en avez l'habitude, certainement. Comme ça, on pourra, pour une fois, d'habitude, c'est la première fois qu'on se prête à cet exercice, et on va pouvoir un petit peu réagir en live à ce que vous dites. Et ça, c'est cool. Mais d'abord, avant de commencer, je vais présenter mes collègues et camarades. Il y a une personne avec, c'est très important de dire de la merde, je suis entièrement d'accord. Une personne avec un bouc des plus sémillants. Il s'appelle Bertrand et je vais le laisser vous saluer. Bonsoir tout le monde, bonsoir chers auditeurs, bonsoir les amis, salut les copains, voilà, salut. Salut. Et du coup, nous avons également notre cher ami Thomas avec une barbe qui fait à peu près la taille de l'Ohio, et il va se présenter tout de suite. Bonsoir, je l'ai mis uniquement pour pouvoir faire un sorcier mage level 52. C'est uniquement pour ça, je me rase tout de suite après l'émission. Donc bonjour à tous, je crois que j'ai jamais parlé à autant de monde en même temps. Par une fois aux toilettes, mais c'était une très longue histoire, je ne vous en dirai pas plus. Non, ça, on avait dit qu'on n'en parlait pas, ça va mettre tout le monde très mal à l'aise. Et donc, on reçoit aujourd'hui, parce que là, ce que vous avez, c'est la version live sur Twitch, mais il y aura une version enregistrée, montée et post-produite sur notre flux de podcast. Et donc, pour ces gens-là, je précise que nous recevons aujourd'hui, pareil, le grand et sémillant Fibre Tigre. Fibre Tigre, salut et merci de nous recevoir chez toi. Bonjour, bienvenue. Merci, Fibre merci Tigre beaucoup. qui... Oui, vas-y Thibaut, présente-nous cet invité incroyable. Mais non, tu étais bien parti, je t'en supplie, vas-y. Du coup, Fibre Tigre, notre invité ce soir, qui est spécialisé dans les jeux de rôle, qui a présenté pas mal d'émissions où on joue et en même temps des émissions plus spécialisées, comme par exemple Les Deux Tours qui s'est fait avec France Info, où tu recevais un certain nombre de youtubeurs et de twitchers un peu connus, et chacun jouait un candidat à la présidentielle. C'était très très drôle.
et une émission récurrente sur la chaîne de Mister MV, Game of Roll, où tu organises des sessions de jeu assez régulièrement avec une bande de comparses réguliers. Et donc, on peut dire de toi que tu es cette personne qui crée des jeux de rôle qui rendent les enfants satanistes. Ouais, ça se dit plutôt, mais en fait, aujourd'hui, c'est plutôt cool. Mais, donc déjà, on le dit plus. On a tendance à se concentrer plutôt sur les jeux vidéo, mais les jeux de rôle, étant donné que j'ai une boîte d'édition qui en vend, je peux vous dire, c'est pas... c'est tout petit, c'est vraiment c'est méga niche. C'est-à-dire que Donjons et Dragons, aujourd'hui, on va parler d'un film qui s'appelle Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, c'est un monopole aux États-Unis. Donc, ils sont 99% du marché. Et en fait, leur chiffre d'affaires, qui est plusieurs dizaines de millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires d'une grosse boîte d'édition en France, quoi. Donc, c'est-à-dire, pour un marché mondial, c'est vraiment ridicule. Donc, c'est pas un marché ouf. Par contre, effectivement, les gens qui aiment Donjons et Dragons, ils adorent Donjons et Dragons. Ça fait partie typiquement des marchés qui sont très petits, mais avec une niche qui est hyper accro et donc hyper dépendante. Je peux me permettre une question, du coup, en parlant de Donjons et Dragons. Est-ce que la hype Stranger Things a amené de la hype Donjons et Dragons? C'est une question que je me suis toujours posée, vu que toi, t'es plus là-dedans. J'ai pas fait mes propres recherches. Oui, Stranger Things, en fait, il y a eu un retour au cool des années 80, enfin des années 80 fantasmés, puisque vous êtes tous vieux, vous savez très bien que les années 80... les gens ils clopaient, il y avait du racisme à balles, c'était vraiment pas rigolo, quoi. Il y avait pas l'internet, c'était pas fluo, pour rencontrer c'était une pastel. meuf, fallait aller en boîte, vraiment c'était vraiment très compliqué la vie et donc c'était vraiment pas cool, et donc il y a eu une espèce d'hyper romantisme des années 80. D'ailleurs, en fait, en mode tout le monde jouait à Donjons et Dragons, alors que vraiment, moi quand j'étais petit, j'étais à Toulon, qui est une ville vraiment rôliste. Il y avait 2 magasins de jeux de rôle, ce qui est vraiment énorme. Il y avait des GN qui se faisaient dans le fort le bagne de Toulon et tout. Et pourtant, vraiment, on n'était pas beaucoup à faire du jeu de rôle, donc c'est pas, ça a toujours, voilà, c'est le fait que l'idée que les gens jouent à Donjons et Dragons, non. Juste pour aussi situer quelque chose. Vous devez connaître Warhammer, les petites figurines, ça appartient à Games Workshop. Games Workshop, c'est Steve Jackson, il y a Livingstone qui ont aussi fait l'île dont vous êtes le héros. Et quand ils ouvrent leur boutique en 1980, ils ouvrent une boutique, je sais pas où, disons à Liverpool, hein, c'était pas à Londres, mais voilà. Ils achètent 5 copies de Donjons et Dragons et ils en ont vendu une en un an. Donc c'est pas aussi ouf qu'on pensait. Après, à un moment, ça a décollé très très vite. Et après, ça s'est réeffondré très très vite et c'est revenu. Mais ce qu'on disait beaucoup il y a 5 ans, où le jeu de rôle était plutôt cool, c'est qu'on disait le jeu de rôle est cool. C'est-à-dire dans les cours de récré, les jeunes, ils disaient plus Fortnite, ils disaient Donjons et Dragons. Mais ça ne se transformait pas en achat et en jeu. C'est-à-dire les gens, ils préfèrent quand même jouer à Fortnite, même s'ils prétendent qu'ils connaissent Donjons et Dragons. Okay. D'accord, donc c'est une espèce d'épiphénomène, mais la pratique elle-même, c'est vrai que ça reste extraordinairement niche. D'accord. Bah du coup, toi, est-ce que d'ailleurs, dans ton passé, est-ce que tu as été plutôt MJ? Normalement, j'avais prévu de te parler de jeux de rôle un petit peu plus tard, mais on va déjà commencer. Est-ce que tu as une expérience de MJ qui est, on va dire, qui est arrivée tôt, ou est-ce que tu as vraiment été joueur? Et si tu as plutôt été joueur, est-ce que tu as été joueur du coup sur du D&D, enfin sur du Donjons et Dragons, ce genre de choses, quoi? Non, malheureusement, alors ni l'un ni l'autre. J'ai toujours été MJ et j'aime pas du tout Donjons et Dragons. Ouais, comme beaucoup de gens, j'ai l'impression dans le jeu. Ah non, on peut pas dire beaucoup de gens. Donjons et Dragons. Beaucoup de gens à qui j'ai parlé, mais j'ai pas beaucoup fréquenté les. Peut-être par snobisme, mais Donjons et Dragons, même dans un pays où il y a une énorme résistance intellectuelle à Donjons et Dragons, c'est quand même enfin, il fait 50% des ventes. Les pays qui résistent intellectuellement à Donjons et Dragons, c'est la France, le Japon, où l'appel de Cthulhu fonctionne bien, et on va dire l'Angleterre un petit peu, parce que il y a du Warhammer historiquement, mais à cause de Critical Role, quand même ils jouent beaucoup à Donjons et Dragons, et l'Allemagne où il y a l'œil noir. Mais en gros, partout ailleurs, et notamment aux États-Unis, qui est le premier marché, en fait, c'est exactement comme en Inde, où à un moment, Internet, c'était synonyme de Facebook. Il n'y a pas de jeu de rôle hors de Donjons et Dragons. C'est impossible. On n'existe pas en dehors de Donjons et Dragons. Donc c'est un marché monopolistique, donc déjà, c'est pas très sain. Et en fait, moi, ce qui me dérange dans Donjons et Dragons, c'est que ça reste un jeu alors très ludique. C'est une de ses qualités. Donc on s'amuse bien. C'est beaucoup plus sympa que le Monopoly. Mais ça reste un jeu très violent. C'est-à-dire que jusqu'à peu, alors ça a changé depuis très, très, très récemment, mais jusqu'à peu, si vous voulez devenir plus fort, il fallait tuer des gens. Et quand vous tuez des gens, vous devenez plus fort et vous pouvez tuer des gens
de façon plus nombreuse, plus de gens. Jusqu'à un moment où vous êtes tellement fort, vous devenez un demi-dieu et là vous allez tuer des dieux. Et donc c'est un peu ça la philosophie. Et bon voilà, c'est un peu comme les films puisque vous êtes des gens qui aiment les films de Chuck Norris dans les années 80 de la Canon où il flinguait des islamistes à la mitraillette sans arrêt. Bon, c'est rigolo. C'est rigolo. À l'époque, ça passait. Aujourd'hui, tu peux plus regarder ça, comme tu peux plus regarder les Bud Spencer et Terence Hill. Il faut que ça se modernise et Donjons et Dragons est en train de se moderniser. Voilà. Donc, mais en fait, en se modernisant, il ne fait que devenir ce que beaucoup de jeux ont proposé à la place en alternative. D'accord. Voilà. Et du coup, par rapport au film que tu as pu voir pour l'occasion, Donjons et Dragons, donc le dernier en l'occurrence, L'honneur des voleurs, on va revenir sur le reste après. Est-ce que tu trouves que c'est fidèle à ce que tu connais de l'esprit Donjons et Dragons ? Alors avant de répondre, donc la grosse convention française, la convention numéro 1 du jeu de rôle en France s'appelle Octogone, elle est à Lyon et elle est comme son nom l'indique en octobre. Et en gros il y a Kaiserberg qui est vraiment une très belle convention, il y a plein de petits trucs du jeu de rôle, mais vraiment la convention annuelle qui est encore un peu accessible, c'est vraiment pur jeu de rôle, c'est Octogone. Et Octogone, il y a eu parce que cette année c'était les 50 ans de Donjons et Dragons, et il y a eu, l'année dernière, et il y a eu une table ronde avec vraiment des sommités du monde du jeu de rôle. J'y étais pas. Et j'étais en train de faire des dédicaces et on leur a dit qu'est-ce que vous pensez du film Donjons et Dragons ? Qu'est-ce que vous pensez de Donjons et Dragons ? Et en gros, ils étaient tous hyper fans, mais vraiment supra fans de Donjons et Dragons en disant c'est notre maître à tous. Et c'est vrai, c'était le premier pas, tu vois, c'est notre Shakespeare, c'est notre Homère, tu vois, sur lequel on a basé des trucs. Et à la fois, ils ont détesté le film. Eux, ils ont détesté le film. Alors peut-être par posture, en mode j'ai pas aimé. Mais moi je trouve que le film Donjons et Dragons est extraordinaire. C'est un très très bon film. C'est un beau film. C'est un très bon film hyper drôle. Et c'est un film qui respecte énormément le lore de Donjons et Dragons. C'est-à-dire que et c'est pas du lore en mode on s'assied tu vois à la Harry Potter et je vais te raconter une histoire dans le film où ça te pète les couilles, c'est long. En fait le lore il est respecté dans des détails et ça fonctionne très très bien. Et surtout il y a des moments très délirants ou très prises de tête ou très absurdes qu'on retrouve quand on joue à une partie de Donjons et Dragons. Donc ça se consomme comme un film de fantasy rigolo, comme l'était Willow par exemple, mais ça se consomme aussi en tant que joueur de jeu de rôle en disant ah bien mais ça m'est arrivé, c'est vraiment exactement ça. Voilà. Donc c'est plutôt bien. Ça sort un petit peu aussi parce que il faut voir que sur le character development des personnages dans Donjons et Dragons, malheureusement en fait il y a un système dans Donjons et Dragons, un système de jeu qui fait que quand ton personnage il a un certain caractère et une certaine inclination au bien et au mal et une certaine positionnement par rapport aux autorités, et il est censé ne jamais en bouger. Donc ce qui est compliqué à faire cohabiter avec les cheminements d'évolution de personnages dans une dramaturgie, tu vois, c'est vraiment très différent. Et d'ailleurs en fait je comprends pas pourquoi ils continuent à avoir ce système, mais bon peu importe. Et là on va dire c'est la seule chose qu'ils ont un petit peu sacrifiée. Mais sinon tout le reste c'est impeccable. Et c'est vrai que je suis pas ultra fan de D&D, mais ça m'a fait plaisir de voir ce monde en vrai. Et enfin pour les méga fans de la vieille heure, il y a même des refs au dessin animé Donjons et Dragons, et vraiment ça m'a fait vraiment plaisir. C'était vraiment une lettre d'amour. On a l'impression que toute la team ils adorent Donjons et Dragons, ils adorent l'univers, ils ont fait quelque chose. Le film a fait un méga four, et je pense que c'est très conjoncturel et très le fait aussi que malheureusement tous les films Donjons et Dragons c'était de la merde jusqu'à présent. Et là pour le coup moi en tout cas, même si vous l'avez trouvé mauvais, moi j'ai trouvé que c'était un excellent film. Un film comme ça je le regarde tous les ans. S'ils m'en font un par an, je le regarde tous les ans. Voilà. Mais c'est ça, on va revenir sur nos avis, mais surprise et suspense, bien sûr. Suspense et surprise. Tu as évoqué d'ailleurs les précédents films Donjons et Dragons. Tu as pu les voir, je crois. On en parlait un petit peu en off. Je les ai vus à l'époque, mais j'avais genre 12 ans, 16 ans, 22 ans. Là, j'en ai 47. Vraiment, je me souviens. C'est un peu comme ces films. Alors, autant Willow, je le regarderais. Enfin, tu vois, Willow, Ron Howard, la photo, elle est incroyable. C'est en Nouvelle-Zélande, c'est vachement beau. Tu vois, ça te marque à vie. T'as une musique de James Horner incroyable. Autant ces films, pour moi, c'est comme Krull ou les suites de Conan, vraiment où
tu vois à peu près les gars, tu vois à peu près, tu sais qu'il y a ou même l'histoire sans fin. C'est pas mal l'histoire sans fin, mais moi, le 2 en tout cas, je serais incapable de te dire le nom de la méchante sorcière, tu vois. Donc, en fait, il y a ces films fantasy série B, et là c'était série B voire série C, donc c'est vraiment, c'est intéressant parce que je crois que le tout premier film Donjons et Dragons qui était vraiment gênant, c'est un film avec Jeremy Irons. Ouais, c'est un film qui a un peu la même vibe que le dernier Donjons et Dragons, dans la mesure où c'est des ultra fans qui ont dit on va faire un film, mais malheureusement ils n'avaient ni les moyens, ni l'envergure, ni rien. Et ni l'envie. Voilà. Si, je pense qu'ils avaient. Je pense que, alors le talent c'est encore autre chose, mais je pense qu'ils avaient l'envie. Je pense qu'il y avait vraiment cette idée de dire. Mais vous savez, il y a des films de fantasy catastrophiques. Il y a un film de fantasy qui est tiré d'une licence de jeu vidéo. Donc déjà c'est Uwe aux commandes et c'est le gars du transporteur, Jason Statham, un truc. Et oui, c'est King Crossing. Non, c'est King quelque chose dedans, mais c'est King Rising, un truc comme ça. King Rising. Mais l'enfer, mais la catastrophe. Le gars il s'appelle Farmer parce que tu sais, en fait, c'est un jeu vidéo où tu commences t'as fermier, tu vois. Mais vraiment, mais quel enfer! Je veux dire, c'est affreux. Je crois qu'il y a comment ça s'appelle, Ray Liotta dedans, mais la catastrophe. Tu vois, je veux dire, on a la chance de temps en temps d'avoir un Willow. Alors, un Seigneur des Anneaux, c'est vraiment très fort, mais moi, Willow, extraordinaire. Et là, on a un Donjons et Dragons, quelle chance. Le reste, malheureusement, c'est pas très bon. Voilà. Ouais, quand même, le Donjons et Dragons avec Jeremy Irons. Allez, il est temps d'en parler, Bertrand, vas-y. On l'a vu tous à peu près à ce moment-là. C'est un moment où on allait régulièrement au cinéma. Pour ma part, avec une bande d'amis, on avait créé les trophées Beowulf. C'était le trophée du plus mauvais film de l'année. Et il l'a eu cette année-là. C'était incroyablement mauvais. Après, peut-être qu'il y avait pas de film vraiment mauvais à côté, tu vois, parce que voilà, parfois il y a des années où malheureusement tous les films sont bons, mais oui, c'était pas bon. Ouais. Et il y a dans le chat Ritual qui cite Eragon aussi. Très compliqué, moment très compliqué également. J'ai pas eu la foi de le regarder celui-là. Ouais, il y a un point commun avec Donjons et Dragons qui est Jeremy Irons et en fait ça a été une traversée du désert très complexe pour lui, pour ce pauvre garçon qui pourtant est un Simon Gruber légendaire. Oui, puis moi je quand même a eu une carrière magnifique. Avant qu'il y ait un bon Alfred aussi. Avant qu'il y ait l'adaptation Trône de Fer en série ou en film, je voyais bien Jeremy Irons. Il aurait bien fait un seigneur un peu vénère, tu vois, dans cette case. Bruce Bolton, par exemple. Oui, là c'est un peu vénère. Je pensais à celui qui est seul sur son île qui s'appelle Fort Dragon, un truc comme ça. J'ai oublié. Oui, tout à fait. Voilà, mais ça fait un moment que j'ai plus ouvert les livres, donc je sais plus trop, mais voilà. Mais ouais, tout à fait. Je vous propose du coup qu'on commence à parler de ce film. Allez. Si ça vous va. Parce qu'en vrai, dans nos habitudes, en général, on ne parle pas du film. Pendant 20-30 minutes. Là, on y est pas mal. On est pas mal. On est dans notre moyenne et c'est parfait. Du coup, le film commence, il me semble, dans une prison qui, je crois, est située à Icewind Dale. Exactement, si on regarde la vue de la carte. Icewind Dale, donc, qui est sorti en jeu vidéo. Moi, c'est principalement mon lien avec Donjons et Dragons. D'ailleurs, les gars, je vous ai pas du tout demandé. Bon, on y reviendra tout à l'heure quand on parlera JDR encore un peu plus. Ça marche. Comme ça, on avance un peu si ça vous va. Voilà, Icewind Dale était sorti en jeu vidéo, donc c'est un nom que, en le voyant, que j'ai reconnu, mais je savais même pas que ça faisait partie de l'univers de Donjons et Dragons. Et donc, il se trouve qu'on fait la connaissance de nos deux protagonistes, qui sont Edgin et Olga, qui sont prisonniers. Ils sont détenus dans une cellule très petite et franchement cradingue. Et ils reçoivent la visite d'un nouveau co-détenu. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu comment ça se passe, cette histoire ? Bertrand, tiens. Moi ? Ouais, Thomas, t'étais peut-être chaud. Tu n'as pas vu le film, d'accord. Donc tu es en train de découvrir en même temps. Je me permets un petit trigger warning pour nos amis qui sont en train de nous regarder. Sachez qu'on va spoiler le film du début à la fin. C'est vrai. On n'est pas du tout dans protéger quoi que ce soit. Si vous ne l'avez pas vu, vous allez être spoilé. Voilà. Je veux pas dire allez-vous-en et allez le voir. Restez. Parce que le streaming sera fini. On vous attend. Donc du coup, c'est une espèce de méga troll. C'est très rigolo d'ailleurs l'arrivée dans le château. Il arrive dans une espèce de wagon carcéral. On le met sur un rail et tout. Il a une belle gueule et c'est une excellente intro parce que finalement, ayant en tête, parce que pour ma part,
Je n'ai pas voulu le voir au cinéma parce que j'avais le souvenir affreux du film avec Jeremy Irons, dont on parlait tout à l'heure. Mais je l'ai découvert a posteriori. Mais dès cette intro, on se dit waouh, la photo est belle, les effets spéciaux sont magnifiques parce que c'est un personnage en CGI qui est quand même hyper bien fait. Et voilà, cet homme rentre dans une cellule où il y a Chris Pine qui joue le personnage principal. C'est vrai que j'ai pas cité les acteurs, mais on y reviendra. Oui. Et Michel Rodriguez, l'incroyable Michel Rodriguez, qui si normalement, comme nous, je pense, elle est typiquement l'actrice qui aurait dû jouer dans la version avec Jeremy Irons, parce qu'elle est quand même abonnée au film du Weeble, elle a quand même une carrière nanar assez vénère. Ouais. Et pour le coup, ce qui est génial, c'est qu'il y a là, en fait, ils lui ont donné le rôle de Michel Rodriguez. Mais pour le coup, pour une fois, c'est cohérent qu'elle soit là. Et je trouve ça génial. Oui, on y reviendra plus tard. Mais toujours est-il que c'est sûr qu'elle fait une entrée à la Michel Rodriguez. Il y a cette espèce d'orque qui veut lui faire des papouilles et elle lui défonce la gueule en quelques secondes. Oui, elle lui brise les 2 jambes après avoir doucement déposé sa patate à côté parce qu'elle est fan de pommes de terre. C'est con, mais c'est typiquement le genre d'asset que tu peux mettre à ton personnage quand tu le crées dans la phase de création. Genre, je sais pas, j'aime les pommes de terre. Et voilà. Moi, j'ai plutôt vu un maître du jeu, et ça notre ami Tigre nous le dira, mais j'ai plutôt vu un maître du jeu qui réagit mal à un lancer de dés, qui dit toi, ta malédiction, ça sera ta patate, tu ne la lâcheras pas, et tu devras tuer des gens s'ils s'en approchent. Effectivement. Et oui, c'est vrai. Et du coup, c'est vrai que ce jeune ami donc se fait marave la tronche, effectivement. Ce qui en touche qu'une sans faire bouger l'autre à Chris Pine, qui globalement continue à commenter le tricot qu'il fait, puisqu'il fait des moufles qui sont absolument infects d'ailleurs. Et ensuite on a affaire à la séance d'absolution, qui est donc une espèce de réunion avec le corps dirigeant de la prison, et qui va servir à essayer de plaider sa cause pour pouvoir en gros pouvoir sortir tout simplement et être libéré de la prison. Sauf qu'il y a un problème, et ce problème, c'est qu'il manque un membre au comité, et ça va donner lieu à la première turbo-vanne du film qui m'a assassiné de rire, vraiment. Clairement, de même. Fibre, est-ce que tu veux nous parler un petit peu ? Non, Thomas, vas-y, Thomas, je t'en prie. Ce qu'il y a, c'est qu'en plus, jusqu'à la blague donc, de Jonathan, le film a un ton presque un peu sérieux. Et en fait, directement, la première vanne, elle est sur con. Et donc, en fait, ça casse vachement le rythme, mais du coup, d'une bonne manière. Et je trouve ça vraiment cool, la façon dont ça a amené tout ce truc. En fait, on se dit, mais pourquoi il faut à tout prix que ce Jonathan soit là ? Oui, c'est ça. Jusqu'à cette arrivée qui est absolument géniale. En plus, c'est un personnage qui est très, très, très classe, je trouve. Exactement. Donc, alors, sauf erreur de ma part, alors, le film, ça date d'il y a un moment, d'accord, mais je ne l'ai pas revu pour le podcast, mais en gros, je sais que donc c'est la séance d'absolution, c'est comme dans une prison, la libération conditionnelle. Et donc, il veut préparer son truc. Et en gros, il dit j'ai un pote parmi les juges, il faut qu'il vienne. Ça, il va être pas commencer s'il n'est pas là. Donc, j'aimerais bien qu'il soit là et tout. C'est ça la vanne, exactement. Voilà, c'est ça. Et donc ils disent non, mais c'est bon, on peut le faire sans lui. Il dit non, j'ai vraiment besoin de lui. J'ai vraiment besoin qu'il vienne et tout. Et donc il insiste, c'est un peu chelou. Et il dit bon voilà. Et en fait, je pense que c'est ça parce que après il y a ce gag, il est repris en toute fin du film. Mais en gros, il y a le juge qui arrive en question, c'est un espèce de. Oui, c'est ça. Je crois que c'est une race qui a un nom dans D&D, mais je sais plus ce que c'est. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, c'est un homme-oiseau. Et effectivement, avec l'homme-oiseau, il passe par la fenêtre et il arrive avec sa copine à sortir du château en utilisant les ailes de ce juge. C'est un aracocra. Il est dehors et en fait, il s'évade. Il s'évade de la Aracocra. Ouais, c'est ça. D'après Guy Riden. Merci d'ailleurs. Merci pour ton fact-check, Thomas. Alors qu'on apprend justement que quand ils pètent la vitre et qu'ils essaient de s'envoler, qu'ils viennent juste d'être libérés pour bonne conduite. Ouais, voilà, c'est ça en fait. C'est là où la vanne est puissante. Mais je vous avais gracié. Il y a une vanne un peu très Cusco dans l'idée avec le vous avez pourri mon groove et le excusez,
J'aime beaucoup le fait qu'en fait, tu te dis que s'il avait attendu 3 secondes de plus, le film en fait partait beaucoup plus simplement pour les héros. Exactement. Et d'ailleurs, ce qui est beau, c'est que cette séquence-là va amener une vanne qui est donc extrêmement drôle, mais va servir surtout de scène d'explication du personnage et de... j'ai oublié le mot, parce que je suis éclaté de fatigue. D'exposition, merci infiniment. Oui, c'est ça en fait, c'est que pour plaider sa cause, il raconte son histoire, et c'est cohérent du coup. Ouais. Parce qu'en gros, ça s'appelle l'honneur des voleurs. Le gars, il est voleur, mais il explique qu'autrefois, c'était un barde, une sorte de guilde d'espions qui enquêtait sur les agissements des mauvaises personnes. Mais c'est un faux flashback. C'est ce qu'on appelle un unreliable narrator, c'est-à-dire il dit quelque chose, mais c'est faux. Et effectivement, il dit je sais pas à quel point on a le flashback, parce qu'il va venir par petits morceaux. Est-ce qu'on peut raconter le flashback en entier ou pas ? Comme tu veux. Le flashback en entier, c'est qu'en fait, il trimait, il y avait sa femme, sa fille, etc. Et un jour, il a eu la tentation de voler, alors qu'il était en train d'arrêter un mage rouge, qui sont des mages extrêmement dangereux, qui viennent d'un autre pays, etc. Il a eu la tentation de voler des possessions à ce mage, et ce qui est interdit par l'ordre, mais lui... il n'allait pas le dire, tu vois, donc il change de classe un peu, classe de barde à voleur, quoi. Et malheureusement, les mages vont retrouver son trésor et ils vont tuer sa femme et pas sa fille. Oui, parce que sa femme a le temps de la cacher dans un placard. Voilà, c'est ça. Et comment s'appelle ça ? Il va élever, putain, c'est fou, ça date d'il y a je sais pas combien, 4 ans ou 5 ans le film, mais il va avec sa femme, il va élever, on va le voir des scènes d'ailleurs assez touchantes où il va, on va dire, élever sa fille, lui donner, lui donner une éducation et même, je crois, lui donner un objet magique qui est invisible, c'est ça ? Ça, c'est quand ils font leur coup avec Olga, c'est qu'ils arrivent à trouver effectivement un collier d'invisibilité. Juste une petite chose, je remercie, il y a Daz, mon compagnon de jeu de rôle, que je revois mercredi pour la suite de Game of Roll, donc dans 2 jours, qui vient de me raid, donc merci à ces 487 followers qui viennent d'arriver. On est en train de débriefer sur Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, le film. Exactement. On est en train de raconter le flashback. On va raconter le film en entier, et puis après on vous dira un peu ce qu'on en pense. On est encore au début. Du coup, avec ce flashback, on apprend quoi ? Que le héros, c'est un jeune papa, que c'est un voleur un peu shady, qu'il est quand même copain avec la barbare, qu'il va... j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est que pour se refaire, pour gagner un peu d'argent, il a monté une sorte de crew avec diverses personnes, et notamment ils ont pillé, je crois, un endroit avec une sorcière, un entrepôt magique ou je sais pas quoi, et c'est là qu'il s'est fait prendre, mais dans le cadre il était copain avec une certaine Sophina, donc une sorcière très puissante. Et il se fait un peu choper et trahir à ce moment-là. Exactement. Et effectivement, non seulement il se fait trahir, mais tout le monde est trahi, sauf 2 personnes, Sophina et également son ami qui est joué par Hugh Grant, donc on se dit bon, voilà, et qui tout de suite est un mec qui tient des propos très toxiques, donc on se dit bon, ça va être le méchant de l'histoire. J'ai pas son nom à ce gars-là. Et donc effectivement... le gars il lui dit t'es caté, tu vas en prison, mais je vais m'occuper de ta fille et tout va bien se passer. Et donc ils sont sortis de prison et là il va retrouver ce gars là. Voilà. Exactement, oui. Du coup ça nous permet peut-être de s'arrêter quelques minutes sur ce casting qui est quand même, on va pas se mentir, qui est ouf. Ouais, quand même, dingue, Hugh Grant, ça faisait un moment qu'on le voyait plus. Ça fait plaisir de le voir. Et là, c'est un style de retour en grâce parce que finalement, il joue une espèce de personnage qui est un pur salopard, une espèce de méga bourgeois extraordinairement roublard et qu'il recule devant aucune bassesse pour être un petit enfoiré. Et il va vraiment s'en donner à cœur joie. J'ai l'impression qu'il prend un pied à jouer ça, c'est extraordinaire. Après, ça fait un moment qu'il fait ça, parce que du coup, suite à sa chute, après l'histoire de la prostituée et ainsi de suite, où il a complètement disparu, en fait, après, il est revenu en ne jouant plus que ce type de personnage, justement. En fait, il avait quitté ce rôle d'amoureux, jeune premier, ainsi de suite, pour justement ne prendre plus que des rôles de fumier ou des rôles de... un peu mafieux. Je sais pas si vous avez vu The Gentleman aussi, où il joue dedans, il est exceptionnel. Et donc, en fait, il a vraiment réussi à se créer un nouveau personnage parce que du coup celui d'avant fonctionnait plus et son nouveau personnage fonctionne bien. Et là c'est vrai que dans celui-ci en fait il a ce côté cabotin que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous avez vu Wonka aussi, c'est lui qui fait les... Oui, alors je trouve que justement pour le coup le rôle n'était pas
valorisant ni intéressant, mais bon, après, c'est mon avis dans mon cas. J'allais voir Wonka traîné par mon neveu qui avait genre 6 ans, et voilà, ça, lui, il a passé sa meilleure vie, et moi, j'ai vécu l'enfer, mais bon, voilà. Je vais me laisser traîner au cinéma par un enfant de 6 ans, voyons. C'est vrai. Tu es un grand monsieur maintenant. Non, mais voilà. Et je voudrais juste rectifier un petit point. Tout à l'heure, tu parlais donc du film qui est à 4-5 ans. Il est sorti en 2023. Ah, ok. Il n'est pas si vieux que ça. Mais, donc bon, il y a du temps. Exactement. D'ailleurs, sachez que je suis désolé, je vais citer des j'allais dire des concurrents, c'est un peu absurde, des collègues à toi, je pense. Quand j'y suis allé, j'étais un peu attiré par le fait, parce que le film, j'étais très méfiant, mais j'étais attiré par le fait qu'il y avait une séance de La Bonne Auberge juste après. Ok. Et au cinéma. Okay, les trop cinémas cool. Gaumont, ouais, c'était super. Et le cinéma Gaumont organisait ça, et j'étais super curieux de voir ce que ça donnait, d'avoir une partie justement de JDR sur grand écran comme ça. Et il y avait quand même une petite émotion de voir ça, même si j'étais très frustré parce que c'était une séance du soir et que les 80% de la salle s'est barrée. Déjà qu'elle n'était pas bien remplie, tout le monde s'est barré alors que la partie commençait, donc ça les intéressait pas du tout. Ah, ça m'a fait un peu mal. C'était un bon, comment ça s'appelle ? C'était une bonne OP parce que eux c'est vraiment du pur D&D quoi, donc ils sont. Oui, exactement. C'était vraiment très homogène quoi. Tout à fait, oui. C'était parfaitement cohérent et c'était super. Et en plus, je sais que les protagonistes de La Bonne Auberge ont beaucoup aimé le film également. Donc non, c'est agréable. Pour revenir aussi sur le casting, Sophina dont on a parlé, la sorcière, est jouée par une certaine Daisy Head. J'ai pas regardé dans quoi elle avait œuvré, mais je trouve que c'est un choix de casting très rigolo parce qu'elle a vraiment une petite tête de... Elle a l'air un peu, je sais pas, un peu toute douce et toute fragile. C'est qu'elle a joué dans Sandman. Ah, la série Netflix, ok. Ouais. Et non, ouais, j'aime beaucoup, même si. Allez, je vais parler d'un trope de cinéma qui m'agace, surtout dans les films comme ça, que j'ai envie de rapprocher des Gardiens de la Galaxie, à savoir un film aventure-action à ressort comique permanent. Il y a toujours dans ces films-là un personnage qui va être un peu la caution sérieuse et qui va rarement en sortir. Et c'est toujours des personnages qui m'agacent très fort. Alors elle, c'est une méchante, elle a le droit, mais je trouve que le film... Oui, c'est son rôle, c'est ça. Mais je trouve que le film, même quand il la tourne en dérision, c'est un peu malgré elle, et elle est jamais rigolote par elle-même, alors qu'elle aurait pu. Mais ouais, en gros, le film aurait pu tomber dans ce piège-là avec un autre personnage dont on va parler, Doric, mais l'actrice est suffisamment forte pour réussir à ne pas tomber dans ce piège, et on va y revenir. Du coup, la fille de Ed Gein, donc Chris Pine, s'appelle Kira, elle est jouée donc par Chloé Coleman, et elle est dans la ville de Pas d'Hiver, donc pareil, une ville qu'on a dû voir passer à droite à gauche, je pense. Ah, c'est Neverwinter. Neverwinter. Ah, mais oui, mais qu'est-ce que je faire aussi en jeu là. Bah ouais. Tout à fait, effectivement, Neverwinter Nights, très connu, et je crois qu'il y a eu plusieurs occurrences de ça. Et donc oui, effectivement, Neverwinter, j'avais pas fait le lien. Donc d'ailleurs, Fibre, petite question en passant, et d'ailleurs les gars, ça vous concerne aussi. Tu as regardé le film en VO ou en VF ? Toujours en VO, moi. Ok, très bien. Thomas, je te pose pas la question. VF. Toujours en VF. Et Bertrand. Est-ce que moi j'ai dit VO ? Non, toujours en VF, moi. Ah, ok, d'accord. Bon, toujours en VF, toujours en VF. Moi, Ok. Si vraiment il n'est pas dispo, je regarde en VO, mais en fait, toujours en VF. Toujours en VF. Je suis un gars des années 80. Je veux dire, putain, le flic de Beverly Hills en VF, c'est quand même un ride incroyable. Alors, si ou même Bruce Willis. Bruce Willis, il a une voix incroyable. Donc, voilà. Ah, ben moi, je peux pas regarder un Bruce Willis en VO, c'est pas possible. Comme à Tom Hanks et tout ça, je peux pas, quoi. Mais, Bon, Fibre, je vais être obligé de te donner une médaille. Et bienvenue dans l'équipe. Bien sûr. Ah non, mais notre... en fait, la VO, why not, tu vois, mais c'est vraiment très rare. Vraiment. Je veux dire, parfois, il y a des films qui sont mal doublés. Et vraiment, du coup, on le regarde en VO. Mais jusqu'à présent, après avec l'IA, ça peut changer, mais jusqu'à présent, il y a un vrai travail des doubleurs VF. Donc, tu as le travail de 2 acteurs. Prenons-les, tu vois. Tout à fait. Je vais réagir sur Comme à la maison qui dit Indiana Jones en VF, mais tellement. Absolument. Richard Darbois, on peut pas passer à côté. Ça dépend, c'est pas le même doubleur dans le 2. Alors moi, c'est affreux.
C'est pas Darbois c'est dans parce le 2. que, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, il switchait souvent entre plusieurs. Mais bah oui, parce c'est la que voix de Han Solo dans le 2. C'est Francis Lax, je crois. Donc, vraiment. Francis Lax, ouais. Enfin, je veux dire, il a une voix incroyable. En fait, c'est devenu Richard Darbois. Ouais, mais bon, voilà. Mais effectivement. Donc voilà. Mais bon, en tout cas. Pour répondre à la question, si jamais d'aventure tu moi, devais... comme d'habitude, je l'ai vu une fois en VO la première fois et je l'ai revu en VF. Ouais. Et je pense que vraiment, ce genre de film à grand spectacle, c'est dommage de le regarder en VO. Quand tu regardes... surtout qu'il y a quand même des comédiens de doublage très très puissants. Déjà puis c'est surtout que c'est pas... Enfin, tu vois, moi, je suis pas du tout VO, mais je vais regarder un film en VO. Genre, il y a pas longtemps, je me suis refait les Ron Burgundy, Anchorman, mais je les ai regardés en VO parce que tu as tout ce qui va avec, donc ça rend le film plus drôle. Oui, on avait parlé de ça, de la comédie en VF, c'est plus délicat. Il y a un film en VF qui est une catastrophe, c'est Valérian de Luc Besson, incompréhensible. L'héroïne principale, elle est doublée en VF par je sais pas qui, mais la meuf, sa doubleuse VF, alors, c'est un concept qui m'a échappé, tu vois, mais vraiment, la doubleuse VF, elle est, on dirait qu'elle est sous Valium, enfin, tu vois, vraiment, c'est un film d'action, tu vois, c'est Valérian, et la VF catastrophique, je veux dire, là, pour le coup, tu switches, parce que vraiment, ça devient insupportable, quoi. Mais sinon, la VF, on a de la chance, on a des très bons doubleurs. On avait Roger Carrel, on avait, tu vois, Jean Topard, c'est des gars incroyables, ils ont des voix de ouf, quoi. En fait, c'est qu'en plus, les générations se suivent bien. Parce que quand on avait les années 60-70, on avait déjà des voix de ouf. À l'époque de John Wayne, Burt Lancaster et tout, ils avaient déjà des voix qu'on arrivait à identifier. Quand on est passé aux années 80, je pense que c'est la grosse explosion avec Patrick Poivet, Daniel Beretta, Alain Dorval, tous ces gars-là. Et là, en fait, je trouve qu'on est dans une nouvelle génération qui est ouf. Enfin, il y a Boris Rollinger, tous ces gars-là. En fait, ils ont quand même des voix absolument incroyables. Et on a une vraie super exception française. On se bat, nous, dans quasiment tous nos podcasts pour la VF et je trouve que là pour le coup le film Chris Pine il a quand même je ne me souviens plus, c'est Guillaume c'est pas Regnault non c'est pas Donald. je ne sais plus, c'est Guillaume, j'ai un trou, je m'en souviens plus, mais voilà, toute la VO, c'est quand même dommage de pas en profiter, quoi. Autant certains ils vont chercher le fond du fond, mais là. Mais en tout cas, Fibre, là tu viens de me casser quelque chose là. Quoi en disant mais oui, on est des années 80. En gros, on est des années 80. Ouais. On aime la VO, donc ça veut dire on aime la VO parce qu'on est vieux. Non, j'aime la VF. On aime la VF. Moi, j'aime la VF parce que je suis vieux. Non, mais on est vieux. La VF, pardon. Ouais, j'aime la VF parce que je suis... Bah oui, bien sûr, mais c'est comme ça. C'était... comment dire ? Aujourd'hui, quand il y a une post-prod d'un film ou une distribution, il y a beaucoup de budget qui vont dans des posts qui n'existaient pas dans les années 80. Par exemple, ils vont faire des posts TikTok, ils vont faire des OP. Moi, je fais partie des gens qui font des... Enfin, tu vois, je travaille parfois avec Disney pour faire une OP, tu vois. Et cet argent en trop qu'ils avaient, et ben, peut-être qu'ils taffaient la VF, tu vois. Peut-être que c'était pas juste tu lisais un texte, mais ils faisaient des grosses réunions en amont, ça durait des mois et des mois pour la traduction. Enfin, je veux dire, regardez la trad de l'épisode 1 de Star Wars. Je veux dire... Amiral Thrawn, j'aurais pu sentir votre odeur méphitique à des lieux à la ronde, mais méphitique qui sort ça aujourd'hui, tu vois. Oui, c'est ça. Maître Kenobi, c'est un art où il est passé maître, tu vois. Quand ces 3 PO parlent de R2D2 à Bayeux de Kenobi, il y a des tournures de phrases en termes de traduction qu'aujourd'hui on n'a plus du tout. Mais c'est pas grave, on a de la valeur ajoutée ailleurs, mais c'est vrai que littérairement, au niveau des voix, dans les années 80, il y a quand même un sacré truc, quoi. Voilà. Oui, tout à fait. Et on a eu des informations intéressantes là, du coup, pour nous compléter, qui sont passées dans le chat. Du coup, je vais citer Kratou qui t'expliquait que c'était la chanteuse Soko qui s'occupait du doublage, donc dans Valérian, qui n'est pas comédienne de doublage, hein, évidemment. C'est une chanteuse. Ah bah voilà, peut-être ça explique pourquoi c'est une chanteuse, voilà. C'est pas terrible, voilà. Et c'est Emmanuel Garigeau pour Chris Pine et Hayden Christensen. Ouais, ben Garigeau, ouais. Merci, c'est comme à la toujours ce maison. problème en fait de donner des voix à des gens qui ne sont pas professionnels de la voix. Je trouve que le meilleur exemple, c'est quand ils ont enlevé Victor, je ne sais plus comment, j'ai que des trous ce soir, je suis désolé, la VF de Ratchet dans Ratchet et Clank, et en fait ils l'ont donné à Squeezie. Donc et le problème qu'il y a, c'est que Squeezie, c'est pas son travail, c'est quand même une voix qu'on entendait depuis une vingtaine d'années, et je trouve que ça casse un peu le... Bon, j'ai même pas vu le film parce que je pense qu'un film Ratchet et Clank, c'est pas une obligation, mais je trouve ça toujours dommage, ouais, de
d'enlever des voix, ou comme ça a pu être le cas pour quand ils ont enlevé Henri Guibé, qui est une incroyable voix de doublage que j'adore, qui faisait la voix du camion qui suit Flash McQueen dans Cars, et à partir du Martin. 2, ça devient, je crois que c'est Gilles Lelouch ou quelque chose comme ça. Et je trouve ça dommage en fait où il devient, non, c'est Martin, pardon, pas le camion. Et je trouve ça dommage en fait d'enlever des voix juste parce que le film est un peu plus connu, donc il faut mettre un acteur plus connu. Je trouve ça toujours dommage. Ouais. Effectivement, c'est le star talent. Mais on va y revenir un petit peu plus tard, si vous permettez, sur cette question, parce que ça peut aussi être très bien fait. Des fois, c'est marrant. Et voilà, exactement. Donc je me permets de continuer, le déroulé. On arrive donc à Pas d'hiver. À la 3e minute de film. Voilà, c'est ça. Chris Pine et Michelle Rodriguez veulent retrouver Kira, et en fait ils tombent sur Forge, et Kira déteste son père, on ne sait pas trop pourquoi. Forge clairement lui a monté le bourrichon contre son ancienne famille. Et bien justement, Néono, on va en reparler un petit peu plus tard de ça. Voilà, il spoil. Ouais, tout à fait. Ça spoil sec. Ouais. Et alors donc... ouais, voilà. On n'a jamais spoilé quoi que ce soit. C'est ça. Donc, Hugh Grant, qui s'appelle Forge dans le film, travaille en étroite collaboration avec Sophina, la traîtresse. Et donc, en gros, la situation est pas dingue pour Chris Pine et Michelle Rodriguez, qui en plus donc, ont un avis de recherche sur le cul, puisqu'ils se sont évadés d'Icewind Dale, on le rappelle, pour rien du tout. Va s'en suivre une scène d'action, la première vraie scène d'action du film. Qu'est-ce qu'on en a pensé autour de cette longue table ? C'est assez classique. Après, c'est juste que je trouve ça génial d'avoir distribué les rôles comme ça, en fait. Oui. Que le héros soit un barde, j'adore. Que voilà, la barbare soit Michelle Rodriguez, je trouve ça très cohérent, connaissant Absolument. Michelle Rodriguez. Et au final, après la scène pour le coup est assez classique, mais j'aime beaucoup le fait dès cette scène, il loot à la fin en fait, elle flingue le gars, donc en fait elle demande tous les perks de la hache, et du coup elle loot la hache à la fin. Je trouve ça génial en fait de profiter de la fin d'un combat pour récupérer du matériel, comme on fait tous quand on fait un jeu de rôle. Et j'adore. C'est exactement ça. Non, c'est très puissant. Je trouve que la chorégraphie est dingue. Puis surtout le film, on va revenir un petit peu sur les coulisses également du film et la préparation, parce qu'il y a des choses à dire. Et j'ai eu la très bonne idée d'acheter ce film en Blu-ray, donc j'ai pu me goinfrer les bonus, qui sont maigres mais qui sont intéressants. Bref, le film a quand même on va dire, s'offre le luxe de faire des séquences d'action qui sont filmées en plan large, ce qui permet de suivre ce qui se passe à l'écran. Contrairement à des films surcutés, surmontés, filmés tout en gros plan, où en fait on ne bite rien à ce qui se passe. C'est un peu l'école John Wick, du coup, qui a quand même créé sa légende autour de la clarté, la lisibilité et la chorégraphie de ses combats. Là, j'ai retrouvé, pas forcément du John Wick, je vais pas exagérer, mais en tout cas une efficacité et une lisibilité totale dans les combats, qui sont en plus à chaque fois chorégraphiés avec je sais pas qui s'est occupé des chorégraphies. Ah mais si, en plus c'est une équipe de cascadeurs qui sont d'Europe de l'Est, je ne sais plus exactement d'où, je me demande s'ils ne sont pas bulgares. Et c'est eux qui sont occupés de driver les comédiens, qui pour beaucoup font leur cascade eux-mêmes, et de chorégraphier les bastons, et c'est tout le temps ultra inventif. Olga la barbare, elle passe son temps à utiliser le décor en fait, pour tabasser les gars, et il y a une certaine barbarie pour de vrai, pour le coup, dans les combats, que j'ai trouvé aussi surprenante que très très agréable à suivre. Donc cette première séquence de combat, pour le coup, elle est vraiment extrêmement efficace. Je sais pas si on commence à sentir un petit peu le début d'avis que je pourrais avoir sur le film, mais je n'en dirai pas plus. Petit bout d'avis, ça a été glissé dans ce cookie. Peut-être. Chapitre 2. Pour se rendre justice, il nous faut une équipe. C'est là qu'on va découvrir du coup l'équipe qu'ils vont se fabriquer. On va commencer par Simon, qui est donc le magicien. C'est le magicien moisi, quoi. Pour moi, c'est un personnage de Niall Buck, ce gars. Il est incroyablement cool à suivre. Je l'ai trouvé trop drôle. Si le film avait été mal écrit, je pense que ça aurait été le sidekick insupportable que tu détestes. Clairement. Après la première phrase qu'il prononce et que tu peux plus le voir jusqu'à la fin. Et en fait, non, je trouve que le personnage est justement... sous l'aspect moisi ne le caractérise pas. Ça reste un personnage sympathique, agréable, qui fait ce qu'il peut en fait. C'est vraiment tu sens le noob en fait, qui fait ce qu'il peut, qui fait des jets de dés pourris. Et voilà, le mec qui galère, c'est sa première partie quoi. Mais qui est plein de bonne volonté et qui a un RP qui est assez solide. Et il est joué par le deuxième meilleur nom du cast, qui est Justice Smith.
On reviendra sur le premier un petit peu plus tard. Juste un truc sur Simon le magicien. Le nom Simon le magicien, il y a des jeux vidéo Simon le magicien, etc. Oui, ça, en fait, on appelle souvent les magiciens Simon. Pourquoi ? Parce que dans la Bible, voilà, qui est le livre, le livre religieux, il y a un magicien. La Bible, tu dis ? Meilleur livre de règles. Voilà, il y a un magicien, qui s'appelle Simon. Voilà. Donc, en général, appeler enfin, c'est une sorte de filiation, voilà, d'appeler les magiciens Simon. Voilà, c'est mignon. Ok, classe. J'ignorais. Et d'ailleurs, il s'appelle Simon. Merde, j'ai pas noté son nom de famille. Simon, merde. Non, il a un nom un peu. Simon Omar. Non, parce qu'en fait, il descend d'une. Simon Omar. En fait, ils sont connus. Non, ils descendent d'une famille. Oui, mais son nom de famille dans le film, c'est Omar, A-U-M-A-R. Je crois qu'il y a un autre délire. Bon, ok. Ah, peut-être. Ça, après, j'ai pas le détail pour le coup, mais je sais qu'en tout cas, la façon dont il se présente, c'est ça. Parce qu'au début, je pensais que c'était Omar, O-M-A-R. Je me suis dit, tiens, ça fait un peu anachronique. Mais en fait, c'est A-U-M-A-R. Omar. Je vous laisse fact-checker tranquillou. On est plutôt bien. Ouais, non, mais il s'appelle bien Simon Omar. La famille d'Elminster. Et en fait, c'est le grand petit-fils de Elminster, qui est un très très grand, moi, que je connaissais juste par son prénom, Elminster, qui est vraiment un personnage très très connu, enfin fondateur dans Donjons et Dragons. Donc c'est pour ça que voilà. On est donc dans un fan service. Et d'ailleurs, on va reparler du fan service du film. C'est un peu le petit-fils de Gandalf, voilà, pour situer le. D'accord, ouais. Ah oui, on est sur un beau bébé quand même, ouais. D'accord. Mais fan service dans le film qui est, je trouve, toujours clairsemé et très intelligemment fait. C'est-à-dire que ça va faire plaisir à ceux qui connaissent vraiment l'univers. Pour autant, ça va jamais être exigeant pour ceux qui ne le connaissent pas et ni excluant. Et donc, je trouve ça très très cool. Donc bravo à eux. Il y a un autre personnage qu'on découvre, c'est Doric, la druidesse. Tiflin. Qui est une... et là je sais que ta communauté va pouvoir nous aider. Elle a des cornes, elle a une petite queue, c'est une Tiflin. Une Tiflin, ah oui, merci. Elle a des cornes. Ok. Oui. Elle a des petites cornes, ouais, exactement. Et c'est une druidesse, je crois. C'est ça, c'est la druidesse et elle est métamorphe, donc elle peut se changer en créature. Et alors d'ailleurs j'ai une question. Pourquoi dans cet univers on dit oursibou et pas ibours ? Ah, sincèrement, pour moi c'est un ibours. Hein. Ouais, c'est clairement un ibours. Hein. Ouais. Rien à foutre. Bah, je connais pas la traduction française du truc. C'est Holbert en anglais. Oui, c'est ça, c'est Holbert, mais peut-être en fait, en français, les traducteurs ils l'ont fait comme ça. Ouais. Je sais pas, peut-être parce que au son, peut-être ibours, il devait se dire c'est quoi ? Parce que ça fait bourse, tu vois. Oui, je comprends, mais c'est 100 fois plus drôle. Donc non, ils auraient dû, mais c'est comme ça qu'elle se présente. Et d'ailleurs, j'aime bien comment il dissimule le personnage dans la scène, puisque c'est une séquence où on voit qu'il va y avoir une exécution contre un arbre d'une rebelle. Je crois qu'elle fait partie c'est une demi-elfe qui fait partie d'un groupe de rebelles, d'indépendantistes ou j'en sais rien, des Basques globalement, et qui va se faire exécuter. Et tout le monde dit ah putain, mais elle est en mauvaise posture ta druidesse, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Ils disent non mais c'est pas elle la druidesse, c'est en fait le cheval d'un des gardes se change en ibours, du coup, tant pis, ça s'appellera comme ça. Et se change en ibours et du coup commence à mettre une petite pétée à tout ce qui bouge. Et ça fait très plaisir. Et Simon, donc, qui a un petit béguin pour elle, dit non, c'est elle ma druidesse et elle est cool. Et donc voilà, ça présente un personnage en un minimum de mots, c'est très très cool. Oui. Il y a un truc qui est particulier, c'est que dans Donjons et Dragons, c'est des règles très strictes. Et d'ailleurs, en fait, ceux qui aiment beaucoup Donjons et Dragons, ils aiment beaucoup obéir aux règles. C'est-à-dire parce que le jeu est vraiment très... Non, parce que le jeu est très très amusant si tu suis les règles. C'est-à-dire si tu suis pas les règles, autant jouer à n'importe quel autre jeu, tu vois. Et il se trouve qu'en fait, il y a quand même des cheats, c'est-à-dire il y a des failles dans le système. Et vraiment, c'est marrant parce que c'est un peu un léger sous-texte du film, à mon avis. C'est que effectivement, les druides font partie des failles. C'est-à-dire, effectivement, rentrer dans une pièce sous la forme d'une mouche et transformer en ibours, par exemple. Effectivement, ça permet de tout flinguer dans une pièce. Il y a même des trucs beaucoup plus vénères en termes de combo. Et donc là, on voit un peu effectivement l'ultime puissance du druide qui, de base, quand on le regarde de loin, c'est pas vraiment une profession qui envoie du rêve, quoi. Voilà. Effectivement, oui. C'est vrai que c'est rarement un personnage que je vais choisir, mettons, quand je dois taper un Baldur's Gate ou comme ça. Effectivement. Quand t'as joué à Diablo 2, c'est trop cool le druide. Ouais, c'est ça. Ouais.
Les druides, quand c'est bien utilisé, ça peut être très drôle. Ouais. La preuve dans le film aussi. Et pour le coup, en plus, c'est ce qui était vraiment mis en avant. La première, quand ils ont commencé à teaser le film, donc quand ils ont annoncé un nouveau Donjons et Dragons, et les premières images qui ont été montrées, c'était cette scène. Tout à fait. Ouais. La scène du bourse ou la scène de la grande scène de l'évasion là? Non, la scène du bourse, la toute première que j'ai vue, ils ont annoncé un film Donjons et Dragons, ils ont montré cette scène, donc exactement celle-là où elle se transforme, voilà. Et après, ils ont montré une ou deux scènes. En fait, je pense que c'était volontaire et c'est comme ça que je l'ai reçu, d'avoir ce côté Gardien de la Galaxie médiéval, en gros. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont vendu les premières images, parce que c'était vraiment un flot il y avait un flot de blagues, cette scène avec le e-bourse, là, et après, voilà, c'était les toutes premières images qu'ils avaient montrées. Ok. Ouais, exactement. Et après, la campagne s'est mise à tourner en boucle sur les interventions. On en reviendra plus tard des amis Fred, Seb et Alpha. Ouais, et Alpha. Effectivement. Et d'ailleurs, ça me permet, je vais faire maintenant mon petit point sur la préparation du film, maintenant qu'on a, on va dire, les protagonistes qui sont tous présentés. En fait, dans la phase de pré-production du film, ils ont donc les 4 membres du cast et je crois les 2 réalisateurs ont participé, organisé une session de jeu de rôle sur table. En fait, on voit les images dans le making-of, où pour la préparation, en fait, tous les comédiens principaux, donc pas les méchants et tout ça, mais vraiment le groupe des 4, a participé, a fait, je crois, je sais pas si c'était une campagne entière, mais en tout cas, au moins une partie, voire un peu plus, autour d'une table, vraiment, ils avaient tous leur truc, ils se prêtaient au jeu à fond, et ça leur a permis de comprendre l'esprit d'un jeu de rôle, d'envisager en fait comment eux pouvaient investir ce truc-là dans leur jeu de comédien, etc., etc. Je trouve ça hyper bien parce qu'ils ont en fait, ça montre que le jeu de rôle, littéralement, sa pratique et l'esprit qu'il y a autour a fait partie intégrante de la création du film. Et ça fait peut-être aussi son authenticité et l'éventuelle réussite, car je ne vous dis pas encore ce que j'ai pensé du film, du résultat final. et du coup, c'est très cool parce que je dis ça parce qu'effectivement, tous les personnages qu'on voit, en fait, chacun avait sa classe. En fait, ils jouaient le personnage qu'ils allaient incarner dans cette partie qu'ils ont fait autour d'une table. Et donc, il y avait vraiment le barde voleur, il y avait le magicien, il y avait la druidesse, il y avait la barbare, enfin la guerrière barbare, etc., quoi. Et du coup, je trouve ça très cool parce qu'effectivement, il suffit de connaître un tout petit peu l'univers du jeu de rôle, et c'est mon cas, hein, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais je connais un petit peu, et voilà, on reconnaît tout, et c'est brillant parce qu'encore une fois, c'est pas trop appuyé. Et donc, c'est très, très agréable. Avançons un petit peu, chapitre 3, sauf si vous avez quelque chose à rajouter sur tout ça. Je pense qu'on est pas mal, il me semble. Non, on est bien. Chapitre 3, ça bouge chez les méchants. Et là, on retrouve Sophina, la vilaine sorcière. Elle est visitée par une espèce de vieux débris dégueulasse. On est toujours donc à pas d'hiver / Neverwinter, je l'avais compris dès le début. Alors, c'est vraiment un vieux gars qui a l'air de sentir plutôt fort, je dirais. Donc, c'est globalement, voilà, c'est un sorcier, un mage rouge. Je crois que c'est comme ça. Oui, et donc clairement, c'est la faction des grands méchants du truc. Hein. Ils sont très vénères. Et donc elle est toute seule dans une pièce, elle a sa véritable apparence de mage rouge, elle aussi, Sophina, et donc elle discute avec lui. On comprend qu'il y a un plan caché derrière ses actions et sa présence à pas d'hiver, mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Voilà, mais manifestement elle doit rendre des comptes. J'aime beaucoup son apparition à ce personnage. Donc j'ai regardé un peu, parce que pareil, je suis pas un grand connaisseur de Donjons et Dragons. Donc apparemment, c'est quand même un ultimate FDP, de ce que j'ai compris. Et je pense que c'était du teasing pour une éventuelle suite, puisqu'en fait, on le voit sans le voir sur la suite du film. Et là, j'aime beaucoup la façon dont il le présente, cette espèce d'image dans l'ombre avec les yeux qui brillent. Là, je trouve le plan absolument superbe. L'iconisation des méchants est vachement cool. Hein, par bien des aspects. Tout à fait. J'allais dire la même chose. Je pense que c'est à ça ça fait partie des qualités d'un film. On donnera notre point de vue à la fin. Bien sûr. D'éventuelles qualités. D'un film qui pourrait être un très bon film. C'est justement d'être quand même assez divertissant, assez basé sur l'humour, d'être un gardien de la galaxie, comme vous l'avez dit, à l'époque médiévale. Mais quand même, ce méchant-là, il est quand même vachement classieux, je trouve. Ouais, carrément. Il est caractérisé très très vite. Il est très très vilain. Ouais. Ça me rappelle vachement
un Justice League, ce côté petit œil qui brille dans le noir. Je trouve ça très très bien. J'aime beaucoup. Ouais. Zastam, apparemment, il s'appelle. Le big boss de Nécromant des méchants mages de taille. Il répète plusieurs fois son nom en plus dans le film, mais c'est vrai que c'est. Ouais, c'est pas forcément un nom qui marque très fort. Ouais, dans le film, ils ont un peu poussé les potards du manichéisme, le bien contre le mal. Oui, mais finalement, en fait, dans une narration fantasy, on aime les twists, mais en vrai, on aime bien que les méchants soient tout en noir, soient vraiment méchants. Tu vois. Moi, du temps où Dark Vador était encore un méchant, c'était quand même très agréable de voir, ok, les gentils, les méchants, j'ai compris, tu vois. Oui. Et effectivement, bon, voilà, moi j'aime bien que ce soit bien clarifié dans la narration. Oui, exactement. Mais là, en plus, le propos du film n'était pas de présenter un univers aux nuances complexes et compagnie. Clairement, on était dans un... Ouais, oui et non, quand même, parce que le héros, typiquement, il y a le twist où au début, j'ai fait un flashback qui compilait tous les flashbacks. Mais en fait, dans les flashbacks, il y a des twists. C'est-à-dire qu'en gros, il se présente comme un good guy. Tout le monde croit qu'il est un good guy. Et puis finalement, il n'est pas si good que ça à la fin. Oui, parce qu'il a volé, parce qu'il continue à s'enrichir... Oui, et puis même, en fait, sa trahison, le fait qu'il ait piqué un peu de thunes, ça, on le sait qu'au bout d'un moment, quoi. Et que tout est de sa faute, finalement. Voilà. Ouais. Ce qu'il explique, c'est que cet or qu'il vole, cette babiole en or qu'il vole, elle est marquée, parce que c'était justement... elle appartenait au clan des sorciers rouges, et ils marquent leur or. Et du coup, en fait, il l'a ramené chez lui, et les sorciers sont venus à la source du signal, et du coup, avec leur traceur GPS, ils ont retrouvé l'or, et ils ont pu donc déglinguer tout ce qu'il y avait à la maison pour le récupérer. Et donc ouais, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Après, ça ne fait qu'endresser d'une manière un petit peu moderne les traits d'un style de futur Robin des Bois en quête de rédemption, mais ça ne le rend que plus gentil et agréable à suivre. Tu vois, sombre est son passé, mais brillant est son futur. C'est beau, il a un côté heureusement qu'il sauve pas la galaxie, mais sinon je trouve qu'il a quand même je vais donner un petit bout de point de vue. Je déteste Chris Pine, là je l'ai trouvé très bien, mais je trouve qu'il quand même ressemble vachement à Star-Lord quand même. Starkiller, Starkiller, c'est une base. Oui. Ou c'est un personnage, autre personnage, un vieux personnage qui n'existe plus. Tout à fait. Mais moi je suis d'accord avec toi. Alors, par contre, non, j'adore Chris Pine. C'est un acteur que j'aime beaucoup. C'est quoi, c'est sa tête de chiotte ou Non, c'est parce qu'il a un tout petit corps et une tête géante. Je pense c'est ça qui te déplaît. C'est sa proportion de tête-corps qui est pas bonne. Mais c'est un acteur que j'aime bien et je trouve justement dans ce film-là, en fait, je m'attendais pas à voir Chris Pine. Je m'attendais à voir un Chris Hemsworth ou tu vois, ils l'ont pas passé à la moulinette beau gosse comme pour faire Marvel. Si demain Chris Pine part chez Marvel, ils vont le tanker, il va prendre 30 kilos de muscles et il va être dans le moule de tous les autres. Et là, je trouve ça bien justement d'avoir pris quelqu'un de différent. Alors que ce soit Chris Pine ou un autre, tu vois, mais et là, je trouve que pour le coup ça marche, tu vois, ils se sont dit on va essayer de prendre ouais, parce que j'ai pas beaucoup souvenir d'avoir vu Chris Pine dans des comédies ou dans des trucs d'action un peu con-con. Que ça. Il est dans Star Trek que j'aime beaucoup. Hein. Ouais, pareil. Voilà. Ouais. Oui. Moi, c'est là que je l'ai trouvé super. Hein. En fait, Chris Pine, et c'est pour ça que je le trouve très bien là-dedans, il a un côté caricature de beau gosse. C'est si tu dessinais mal un beau gosse, il ressemblerait à ça. Ouais, je suis d'accord avec ce que dit Comme à la maison. En fait, déjà, c'est le fait d'avoir pris le parti de pas prendre, tu vois, de pas être allé chercher Jason Momoa, d'en avoir fait un guerrier et basta. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pris quelqu'un en fait qui colle au rôle de Bard. Il a un côté roublard, effectivement. Le mec, il est un peu maladroit. Et même quand elle lui demande la première fois où elle lui dit, mais tu fais quoi? Bah, je fais des plans. Oui, mais le plan est fait. Tu fais quoi maintenant? Eh ben, je fais d'autres plans. Quel plan il foire? Et je trouve ça génial. Parce qu'en fait, même là, tu sens le mec, en fait, on a l'impression qu'il a invité son petit frère à jouer et le gars, voilà, j'aime beaucoup le personnage. Je trouve qu'il est bien écrit parce que justement ça sort un peu des trucs et comme on disait, aucun personnage, alors excepté peut-être Michelle Rodriguez où là ils ont vraiment poussé le côté barbare à fond et au final c'est, je pense, c'est plus de la blagounette. Regardez, on a Michelle Rodriguez, on lui fait faire du Michelle Rodriguez. Moi je vois plus un côté méta dans ce truc là, ce qui n'est pas le cas dans les autres personnages. Pas forcément, parce que c'est sûr qu'elle a un côté grosse barbare qui claque des gueules et c'est elle la vraie combattante du groupe. Mais elle est aussi vachement caractérisée par sa relation avec la fille du Bard. Elle est caractérisée par son amour aussi de
de son tout petit monsieur. Et des petits monsieur en général. Ouais, on va y venir assez vite. C'est très drôle ça. Mais elle est justement, et puis en plus, accessoirement, je pense qu'elle a jamais été aussi belle, Michelle. Et puis en plus, c'est super. Pour une fois, on lui donne un rôle de badass, mais elle va au-delà de ce badass. Et en plus, depuis qu'elle a fait son coming out, pour une fois, on l'a pas caractérisée comme une butch, quoi. Et je trouve ça hyper agréable. Vraiment, j'ai eu l'impression de la redécouvrir, Michelle. Ouais. Ce rôle lui va à merveille. Et puis pareil, pour avoir vu donc des images du tournage, ça a l'air d'être la meuf qui s'amusait le plus au monde. Hein. Vraiment, elle passait sa vie. Elle passait sa vie, elle était morte de rire partout. Il y avait l'air d'avoir une ambiance de fou en fait. Alors évidemment, hein, c'est des images choisies hein, qu'on nous montre dans les Blu-ray, dans les bonus et compagnie. Mais manifestement, elle prenait un pied fou à être là. En tout cas, c'est ce qui en ressort. Et ça avait l'air d'être assez général comme avis. Donc ouais, je trouve que ça se voit. Effectivement, c'est une écriture de personnage très très intéressante. Non pas qu'elle aille chercher à en faire trop dans un côté ou dans l'autre, mais justement sa sobriété l'honore parce que le personnage est juste intelligemment conçu. Et du coup, le fait de ne pas en dire trop et juste d'en montrer suffisamment permet de le trouver cool, quoi. Et justement, comme à la maison nous parle du fait d'être éconduite par son ex, et justement on y vient, puisque nos héros vont se mettre en route, en gros, pour maintenant qu'ils ont un groupe, ils vont essayer d'en faire quelque chose. Et sur la route, parce qu'ils vont devoir essayer de réveiller les morts pour essayer de trouver un homme de je ne sais plus quoi. Conjuration. Je sais plus si c'est de la conjuration, Saucisson. mais ouais, peut-être. Un truc en son. Saucisson. Ouais, Véronique Sanson. Je crois que c'est l'homme de Véronique Sanson. Je crois que c'était ça. C'était ça. Et du coup, ils font une halte sur la route puisqu'ils vont voir notre ami Bradley Cooper, qui est l'ex petit copain de Michelle Rodriguez. Petite surprise quand même de le voir arriver. Oui, tout à fait. Très, très cool, très intéressant. Alors c'est quoi cette race de personnages? C'est pas des nains, puisqu'on voit des nains dans le film. Ils ont la tronche du Seigneur des Anneaux globalement. Je sais pas si c'est des hobbits ou des semi-hommes. Je sais pas ce que c'est. Ouais, peut-être. Parce qu'en fait, à la base alors, les gens vont peut-être pas aimer, mais j'ai envie de dire faites vos recherches. Mais à la base, Donjons et Dragons. Oui, c'est juste Tolkien. On fait du Tolkien à la maison. Non, mais c'est même en fait quand ils sont sortis du Pentagone, parce que c'était un wargame à la base. Ils ont dit voilà, on va faire le wargame de Tolkien. Et ils n'ont pas eu les droits de Tolkien. Donc ils ont juste fait un copier-coller, ils ont changé des choses, ils n'ont pas eu de droit à certains mots. Alors je pense que c'est semi-homme, j'en suis pas certain. Mais aujourd'hui on peut redire Hobbit. Par exemple, Warhammer utilise le mot Hobbit, voilà, qui était une invention de Tolkien, de la Tolkien Society. Voilà, donc, et la toute première édition de Donjons et Dragons a une dédicace à Tolkien. Merci Tolkien pour tout. Voilà. Bah ouais. En plus, merci Tolkien pour tout. Hein. Franchement, oui, plutôt ok avec ça. C'est Alphelin. Merci les gars. Merci le chat. Ah oui, c'est vrai qu'on l'entend. Non, ils sont très attentifs et c'est hyper cool. Et effectivement, et pas une seule blague gênante, hein. Pas une. Non, vous êtes excellent. Zéro. Oui. et effectivement, ça parle d'un des films les plus sous-cotés de 2023. Bienvenue. On sait pas si on est d'accord avec ça parce qu'on n'a pas encore donné notre avis. Parce qu'on n'a pas donné notre avis. À quel niveau on adore. On y viendra. Donc, il y a la séquence donc de la transformation en différents animaux de la part de la druidesse, la mouche donc qui espionne, l'aigle qui essaie de s'envoler, etc. Bref, il y a des tas de trucs, c'est assez cool. Il y a le rat également, et ça finit avec le chevreuil, ce qui est de mieux pareil, à une espèce de vanne à la con de Michelle Rodriguez qui veut impérativement utiliser un chevreuil, je sais pas pourquoi. Et cette séquence, c'est la première cinématique de WoW. C'est vrai que ça fait cinématique de WoW, exactement. Ouais, ou Fable. Et moi, ça m'a vachement fait penser à un truc. C'est le dernier Tintin qui avait été fait par Spielberg. Ouais. La scène qui se passe au Maroc où on a un enchaînement de cascades infini jusqu'à arriver à une dernière fuite. Et vraiment, c'est pas aussi virtuose que Tintin, mais c'est quand même incroyablement bien foutu cette scène. Ouais. C'est d'une fluidité, puis c'est très beau. Ouais,
même sur les changements de plan, ils ont pas cherché, tu vois, à faire du morphing. J'aime beaucoup le fait que la caméra tourne et ils utilisent vraiment des techniques un peu dissimulées. Mais tu vois, en fait, la caméra tourne et hop, et finalement, elle rentre en ras, elle sort, c'est une espèce de casoar. Et j'aime bien la façon dont ça progresse. En fait, la caméra suit l'action. J'aime beaucoup les plans sont très beaux, je trouve, sur cette scène. Ouais, j'aime beaucoup Tintin, mais je trouve que cette séquence incroyable de course-poursuite en sidecar, elle est à la fois lisible parce que finalement c'est très simple, mais il y a trop de détails. Et si on la regarde frame par frame, c'est très intéressant, mais là il se passe trop de choses à l'écran. Donc là c'est mignon, c'est un animal qui se transforme, c'est très facile à comprendre. On a une petite souris, on a un faucon, on a des daims et tout, et c'est plutôt comment dire, c'est vraiment bien foutu. C'est pas, je pense que la CGI va mal vieillir sur ce plan, je suis désolé de dire ça. Oui, je pense. Mais c'est clair et net. Mais l'inventivité elle est là, c'est-à-dire que c'est pas on va faire de la CGI de vaisseaux spatiaux et d'explosions, on va faire de la CGI maligne qui va raconter une histoire, et du coup le petit génie du storytelling il sauvera le truc, quoi. Ouais, voilà. Tout à fait. Je vous présente le cul de mon chat, d'ailleurs, soit dit en passant. La musique du film, on nous demande là, si on a bien aimé la musique du film. Salut à toi, d'ailleurs, qui nous le demande. Je t'ai reconnu. Et un peu transparente, la musique du film, qui a été composée par Lorne Balfe. Très oublié. Ouais. Il n'y a pas de grand thème. Elle fait son boulot. Oui, voilà. Elle accompagne bien, mais il n'y a pas de grand thème. Ouais, en fait, on dirait qu'ils ont demandé, tu sais, thème simili écossais sur Suno, et puis ils ont pris le premier truc qui sortait, Balek. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu ça. Ça lui faisait un peu penser au thème de Mérida, je trouve que c'est exactement ça, en fait. Ouais, c'est vraiment dans Rebelle, oui. Voilà, oui. c'est scottish.mp3, je pense qu'il s'appelle le thème. Vrai. C'est tout à fait vrai, ouais. Mais donc, ouais, non, pour revenir sur la musique, il n'y a pas grand-chose à en dire, hélas, et vous savez combien je... Enfin, non, vous le savez pas encore sur le chat, mais si vous commencez à écouter Ce film est trop petit pour vous deux, je vous y encourage. Voilà, je suis très attaché au BO de film, mais là, celle-ci ne va pas rester du tout. Enchaînons, puisque nous avons donc le fameux voyage chez les morts. Puisque nous avons donc cette fameuse séquence chez les squelettes, chez les morts vivants, où il est question de réveiller les morts pour leur poser 5 questions grâce à un pouvoir de Simon le magicien. Et c'est là qu'on va pouvoir parler un petit peu de Star Talent bien utilisé, dans une séquence qui, honnêtement, pareil, ils ont vendu un petit peu sur cette séquence. Ça m'a fait hurler de rire au cinéma. Là, clairement, à ce moment-là, j'ai vu le MJ un petit peu salopard qui s'est dit « Vous voulez jouer au con avec moi ? Il n'y a pas de problème, on va jouer. » Est-ce que vous m'en parlez un petit peu de cette séquence ? Fibre, est-ce que tu veux bien nous en dire deux mots ? En fait, c'est assez classique. Moi aussi, je fais ça souvent. C'est-à-dire... Ouais. Voilà, je leur dis, surtout vous rentrez dans cette pièce et vous dites pas le mot chaud. Voilà, c'est pour prendre une référence à Yu Hakusho. Et vraiment... ils vont penser qu'à ça, tu vois, ils vont faire la bêtise, ils vont le dire. Même à un moment, ils l'auront pas fait, ils vont quand même le dire parce que tu vois. Et là, c'est vous avez droit qu'à 3 questions, vraiment que 3 questions, plus que 2. Ah, mais voilà, donc c'est ça. Donc c'est un gag qui repose là-dessus, c'est-à-dire qu'ils peuvent réanimer les morts et leur poser que 5 questions, et effectivement la première c'est comment ça va, hop il reste plus que 4 questions, donc et ils sont obligés de le faire plusieurs fois parce qu'ils épuisent leurs questions en vain à des choses un petit peu ridicules. Exactement. Et aussi on voit bien la main invisible de la personne qui fait les quêtes, c'est-à-dire que tu déterres la personne A qui va te dire « Ah, j'ai pas l'info, mais la personne B, elle le sait, elle est enterrée là-bas. » Tu la déterres et c'est la personne C. Et voilà, et ainsi de suite. Donc bon, c'est un moment jouissif, rigolo, sympa, c'est de l'humour. Voilà. C'est pas forcément le truc qui shine de ouf dans ce film, mais c'est pas désagréable, quoi. C'est une respiration qui est très agréable, surtout que c'est une double série de sketchs, en fait, parce qu'il y a cette fameuse séquence donc des questions qui sont posées en vain, comme tu disais. Et en plus de ça, le récit qui est raconté est particulièrement con quand même, par bien des aspects, et ça rend la séquence assez drôle, et ça finit, c'est une séquence qui mine de rien dure jusqu'à la fin du film, puisque ça constitue la scène post-générique du truc, donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir.
Mais voilà, ça se termine avec il y a un des squelettes à qui on n'a pas posé la 5e question, du coup il reste indéfiniment là. Et du coup, Fibretic, tu n'es pas sans connaître les personnes qui ont, je crois, qui ont participé au doublage français. Non, en fait, j'ai entendu qu'il y avait du Star Talent, j'ai vu ça dans le chat, mais en fait, moi, j'étais pas au courant, je suis un peu déconnecté, et j'ai vu le film et j'ai kiffé, c'est tout. Voilà. C'est qui ? Alors il y a Fred JDG, il y a Seb également. Et AlphaCast. Ok, c'est bien, c'est vraiment les 3 grands fans, quoi. Ouais, exactement. Et ce qui est rigolo, c'est que le personnage le plus long, pour revenir sur la BO, le seul personnage qui a pas mal de répliques, qui a pas mal de blabla, en fait, là pour le coup c'est un vrai doubleur. Oui, ils ont laissé les 3 personnages avec des petites interventions qui sont très drôles. Oui. Et ils ont laissé l'acteur pour la fin. Et ce qui est vachement bien dans cette scène, c'est que je trouve très bon cette espèce de décalage. En général, on est habitué à avoir un mort-vivant qui apparaît et là, en fait, il parle d'une voix parfaitement claire. Oui, c'est ça. Je trouve ça très drôle. Leurs yeux sont revenus. J'aime beaucoup. En fait, là, ils ont une tête absolument improbable et j'aime beaucoup le fait qu'ils n'appuient pas. En fait, c'est jamais lourd. C'est-à-dire qu'il y a la première partie donc avec Seb qui nous fait dire que c'est toujours, je pense, l'un des plus drôles du YouTube Game selon moi. Il me fait toujours rire quoi qu'ils disent. Donc je trouve qu'il fait direct le taf. Et après toute la partie avec JDG est un poil plus longue et AlphaCast, ils lui ont fait un personnage improbable. Je ne sais pas si l'adaptation était visée ou autre pour vraiment les mettre, pour essayer de leur donner des rôles. À noter en Star Talent plus film, plus jeu de rôle, il y a un film islandais qui s'appelle Astropia, que j'aime beaucoup, qui décrit très bien le jeu de rôle. Et le Star Talent d'Astropia, qui par contre a un rôle principal, pas principal, mais secondaire, mais fort, c'est Pen of Chaos qui a écrit Neil Buck. Voilà. Exactement. Donc en VF. Est-ce qu'il s'en tire bien, voilà. Après, quand même, Pen of Chaos, pour le coup, a brillé plutôt par son rapport à l'audio. Donc, mine de rien, des voix, je pense qu'il sait un petit peu plus en faire que d'autres gens. Mais là, pour le coup, pour on va dire l'utilisation Star Talent de ce film-là, bon, effectivement, comme vous l'avez très bien souligné, c'est des petites phrases qu'ils ont et comme le disait, je crois que c'est comme à la maison. Oui, voilà, si tu ne sais pas que c'est eux, et moi au début, je savais pas que c'était eux la première fois que j'ai vu le film. Je savais pas que c'était eux moi non plus et vous me l'apprenez là. Donc vraiment. Voilà, ça s'entend pas en fait. Ça s'entend pas, ils sont juste convaincants. Quand tu le sais, t'écoutes et tu dis ah oui, Seb notamment on le reconnaît puisqu'il fait une espèce de voix de vieux comme il adore en faire. C'est ça. Il fait son rôle du vieux sorcier qui fait systématiquement. Tout à fait. Donc quand tu le sais, que tu l'entends, t'es là là il s'est fait plaisir et c'est très cool que ce personnage-là ait eu ce rayonnement un petit peu fortiche. Je trouve ça très très très, très bien. Et je regardais il y a peu, JDG fait sur Twitch, il fait une série où en fait il re-regarde ses anciens épisodes et il les commente. Il fait une espèce de making-of qui est pas mal, qui est très sympa. Et en fait, j'ai appris donc quand il a fait dans cette vidéo qu'il y a un moment où en fait il parle, un autre moment, et j'avais jamais percuté que c'était lui. Il y a un moment, en gros, il y a un cri sur le champ de bataille, genre quelqu'un qui hurle des ordres, et c'est lui qui le fait aussi. Okay. Sauf qu'en fait, il casse un peu sa voix, et comme c'est dans le bruit de l'action et tout, on s'en rend pas compte. Mais en fait, il fait 2 interventions. Donc, il joue le même personnage, mais il fait une deuxième intervention. Parce qu'il y a les flashbacks des batailles où ils sont morts, de la bataille où ils sont morts. Donc, oui, effectivement. Voilà, c'est ça. Ou en gros, parce qu'après, on le voit en physique, donc quand il y a le flashback où il lui dit tiens, prends le home, nani nana. Mais il y a une autre scène, en fait, où il hurle quelque chose. C'est pas lui à l'image, et en fait, on fait pas gaffe, mais du coup, il fait une autre intervention. On va avancer un petit peu et présenter le personnage dont l'acteur a le nom le plus cool donc de tout le cast, évidemment. Le personnage, c'est donc le paladin de l'équipe qui s'appelle Xeng, et l'acteur s'appelle Reggae Jean Page. C'est Reggae ou Reggae? Et non, j'ai justement, en regardant les making-of, il s'appelle bien Reggae Jean Page. Okay. Voilà, donc c'est ça. C'est voilà, en anglais dans le texte. C'est voilà. Donc le personnage, on me le décrit rapidement. Il est beau. C'est un pur paladin qui ne tolère, qui prend tout au premier degré. Voilà. Oui, alors voilà, ça c'est le ressort comique du personnage. Il n'a aucune forme d'abstraction dans le texte. Je sais pas si à un moment elle le traite de fils de pute ou un truc comme ça, et vraiment il réfléchit et dit ah non vous vous trompez parce que ma mère elle faisait pas du tout ce métier-là. Il y a un truc vraiment, comme ça. Il est totalement au premier degré. Exactement. Et il n'a aucune forme de nuance ou d'abstraction. Et puis c'est l'archétype de la figure du bien lumineux qui, dès qu'il voit la moindre situation, il est obligé de s'en mêler, il est obligé de régler le problème et tout ça. Et puis c'est l'un des hommes les plus beaux il marche d'histoire. sur droit aussi. Oui. Quand il y a cette fameuse scène.
Et il s'en va. Sans savoir où il va. Mais il y va, tout droit. Hop, hop, attends, il arrive face à un rocher. Il va le contourner ou bien? Ah bah non. Il va tout droit. Ces interventions sont improbables parce que justement le film a un ton assez léger par moment et lui en fait il est totalement déconnecté parce qu'il est beaucoup trop sérieux par rapport à l'ambiance globale de l'équipe quoi. C'est ça. Il y a un moment justement d'une campagne sérieuse. Ouais. Ouais, tout à fait. Et il y a un moment justement, une phrase un petit peu plus tard, donc avançons un petit peu, une phrase un petit peu plus tard entre Chris Pine et lui, où en fait lui, le paladin, est persuadé que le barde va retrouver la voie de son bardisme et lui dit: tu as peut-être oublié ton serment, mais ton serment, lui, ne t'a pas oublié. Et la réponse de Chris Pine m'a flingué, puisqu'il lui dit: c'est pas parce que la phrase est symétrique qu'elle est pas tordue à la fin. J'ai trouvé cette phase absolument folle. Ils intègrent le paladin à l'équipe et puis après on part dans le trou de balle hein, littéralement puisqu'il est un peu présenté comme ça. On va descendre dans l'orifice. C'est comme ça qu'ils le disent, l'orifice. Ouais, l'orifice, ouais, c'est ça. Alors ça, c'est un moment assez émouvant pour moi, perso, parce que l'Outre-Monde, je crois que ça s'appelle l'Outre-Terre, voilà. L'Outre-Terre, c'est un truc dont on parle beaucoup dans Donjons et Dragons, que j'ai vu parfois une ou deux fois en illustration, que j'ai surtout vécu par des descriptions, ou parce qu'en fait, Donjons et Dragons, il y a eu beaucoup de jeux vidéo, mais très anciens, de la période 1984 à 1995, on va dire, où on visite notamment l'Outre-Terre, et le fait de le voir... C'est un peu comme quand des gens ont découvert la Moria dans les films de Jackson. Moi, ça m'a fait plaisir parce que c'était vraiment bien fichu. Voilà, c'était vraiment chouette. D'accord, parce que du coup, on est dans un mélange entre une grotte à la Pandora d'Avatar et la caverne des morts du Seigneur des Anneaux. En fait, en gros, l'idée, c'est que c'est une idée qui existe dans beaucoup d'univers fantasy. Dans Ultima, c'est le cas aussi. C'est-à-dire que dans le Dark World de Zelda, c'est-à-dire que sous notre monde, il y a un monde souterrain. Voilà. Oui, la Terre creuse, c'est ce principe-là, ouais. D'accord. Et d'ailleurs, dans cette caverne-là, il y a une des très bonnes idées du film qui va être souvent utilisée et intelligemment. C'est le bâton de portal, puisque c'est un bâton de téléportation qui permet de créer un portail d'entrée, un portail de sortie. C'est littéralement portal, et c'est utilisé exactement comme dans le jeu. Et donc très malin, puisqu'ils s'en servent du coup pour progresser dans la caverne. Encore une fois, il y a des gags. Le gag du pont est quand même un peu attendu, mais il marche quand même plutôt bien. Donc, où le paladin explique quelle combinaison de pas il faut faire. C'est extrêmement détaillé, très long. Et pendant qu'il écoute, il y a Simon qui se calme un petit peu, sauf qu'en fait, il touche le pont. Et le pont s'écroule pendant la conversation. C'est très con, mais c'est très drôle. Et justement, est-ce que le truc du bâton de portal, là, est-ce que c'est pas littéralement OK, vous avez niqué la partie, voilà, le MJ, en fait, il autorise un petit truc qui sort un peu, juste histoire de relancer un peu, parce que là, clairement, sinon, c'est foutu, ou ça va être trop long, ou tu sais, genre, bon, les gars, il est 2h du mat. En tout cas, si j'étais MJ, étant donné qu'il l'utilise beaucoup par la suite, et que ça les aide beaucoup et enfin vraiment c'est l'outil qui sauve la mise qui réussit 100%. À ce que le film soit réussi finalement. Je pense que je l'aurais pas mis pour le sauver puisqu'il est tellement utile derrière, tu vois. Donc ou limiter l'utilisation ou quelque chose comme ça, parce que là c'est vrai qu'il s'en sert tout le temps à partir de là. C'est beaucoup trop facile. C'est ça. Et d'ailleurs je vais passer un petit peu sur la petite séance grossophobe avec le dragon. C'est juste dommage parce qu'enfin il y a un dragon dans le film Donjons et Dragons. C'est le premier, je crois. C'est ce que je me suis dit aussi. C'est vrai. Il est très drôle et ça donne lieu à un plan de fou. Là, c'est vraiment hyper intéressant parce que, effectivement, c'est un film qui s'appelle Donjons et Dragons. On a vu du donjon, on attend le dragon et on a rarement des dragons. Il y a la même chose dans Skyrim, les Elder Scrolls, c'est-à-dire que c'était toujours les enfants de dragons, l'empereur c'était le fils du dragon, etc. On voyait jamais de dragons parce qu'effectivement, les dragons ça coûte cher à faire dans n'importe quel média. Et même aussi dans le Hobbit, le dragon il vient à la fin. Et c'est ça. Voilà, ça prend du temps et on veut l'avoir. Et c'est vraiment, il y a un twist, une subversion totalement du trope, puisque le dragon, il est c'est un vrai dragon en fait, de la mythologie de Donjon, qui est obèse et qui est vraiment rigolo. On dirait un gros chat qui a des petites pattes et tout. Donc, et c'est marrant de voir un antagoniste comme Smaug qui est très impressionnant tout en étant très rigolo. C'est vraiment très créatif. C'est un des moments très très forts du film, ça encore. Voilà. Ouais, carrément. Puis c'est une séquence très très généreuse aussi, quoi, à bien des égards. Elle est très très cool. Bertrand, vas-y. Plus le petit détail de l'espèce de briquet qu'on voit. Le bout du doigt. C'est très très bon. Ah oui, non, il y a de pures idées dans tous les sens. Quand on avance un petit peu, du coup, on a le passage sur la plage.
Donc on va y passer assez vite dessus. C'est juste Oui, très tu as classique. cité la séquence du départ du paladin. Il a fait son travail, il leur a filé le home. Alors du coup, après, il doit partir. Effectivement, il part en ligne droite. Et il y a Chris Pine, tout connement, qui commente ce qui se passe. Et il avance, il part tout droit, il avance tout droit. Ah, il y a un rocher. Est-ce qu'il va le contourner ? Eh bien non, il passe au-dessus. Et on le voit littéralement qui enjambe le rocher. C'est con, mais qu'est-ce que c'est con. Enfin, c'est très très drôle parce que ils ne sortent jamais de ce personnage-là et de son truc jusqu'au bout du coup. Et voilà, donc après Simon essaie le home, ça n'avance pas, il n'y arrive pas, quelque chose le bloque, il ne sait pas quoi. Et donc il y a Edgir qui du coup lui va essayer de remotiver les troupes en expliquant que de toute façon le plus gros loser de l'équipe c'est lui, même si on est quand même une équipe de losers, du coup vous êtes obligé de lui faire confiance. Et là on avance et on a le meilleur plan du film, je pense. Donc je vais essayer de le résumer. Ils ont un portrait donc dans un cadre ovale qu'ils utilisent. Du coup, vous êtes obligé de lui faire confiance. Et là, on avance et on a le meilleur plan du film, je pense. Ils ont un tableau ovale. Je vais essayer de le résumer. Par le biais du coffre, ils sont 4 et ils vont essayer de braquer la banque dans un cadre ovale. Je vais essayer de le résumer. Qui va à pas d'hiver. Eh bien non, il passe au-dessus. Et ils ont leur bâton portail. Je vais essayer de le résumer. Voilà, une hache qu'ils recouvrent avec la toile. Et ça semi-foire à la fin, évidemment. Jamais de ce personnage-là et de son truc jusqu'au bout. Du coup. Ça n'avance pas, il n'y arrive pas, quelque chose le bloque, il ne sait pas quoi. Enfin bref, ce serait trop long à expliquer. Cette séquence-là est merveilleuse, je trouve, vraiment. Et on sent vraiment ça a senti le point strat entre les joueurs de qu'est-ce qu'on fait avec ce truc-là. On a cet objet. On a accès à quoi MJ, bon, mais on a accès à ça, ok. Et ben très bien, on met en place un plan. Je sens qu'il y a une digression d'1h30 entre les joueurs pour en arriver là, mais ils le font. Et ça semi-foire à la fin, évidemment, puisque ils ont tout réussi tout comme il fallait, sauf que le tableau où il y a le portail dessus tombe par terre, ce qui le rend absolument inutilisable. Et donc voilà, et donc du coup, ils doivent encore une fois essayer d'improviser. Et ça va du coup donner lieu à un nouveau plan. Il y a encore des bastons assez fortes entre Olga, parce que du coup le groupe se scinde en plusieurs équipes. Et ce qui est rigolo, c'est que là on entre avec l'enchaînement du portail et l'arrivée dans la ville, le fait de voler le butin et tout ça, de rentrer dans la salle du coffre, on rentre dans la dernière partie du film, dans la dernière séquence. Et j'aime beaucoup regarder le timing quand je regarde un film. Et là, en fait, il restait 1 heure de film. Oui, c'est la moitié. Cette partie-là, ouais. Le film est riche, ouais. En fait, il y a beaucoup, les scènes s'enchaînent et il y a peu de temps mort et peu de redites. Le film avance en permanence. Il avance tout le temps. C'est pour un film de 2h15. Je trouve ça vraiment bien qu'il y ait peu de perte de temps. Ouais, parce que même les scènes justement où Chris Pine parle plus de lui, de ses erreurs, de ceci, de cela, justement en fait le film en fait prend son temps quelques minutes et il repart très vite de l'avant à fond la caisse parce que du coup après on repasse à la scène de braquage et je trouve que le film a un vrai très bon rythme. Ouais, c'est ça exactement. On est bien d'accord. Absolument. Et on note une évolution de la hache de Olga, du coup, parce qu'elle était passée de hache plutôt, une hache bien stylée. Elle passe à la classe Turbo Class. Du coup, c'est quand même pas mal. C'est un peu sur le calibre. Ouais, voilà, c'est ça. Puisqu'en gros, pendant un combat, elle la laisse c'est un combat dans une forge et du coup, elle la laisse dans la lave. Quand elle la récupère, la lame à moitié fondue, elle est recouverte de lave séchée. Et elle dit, ouais, j'aime bien aussi, comme ça, c'est cool. Et donc voilà, et donc ils finissent par avancer. Simon arrive à utiliser le home, enfin. Il arrive à lever la malédiction qui empêchait d'ouvrir la porte où se cachait l'amulette. Ah oui, parce qu'on n'a pas parlé de ça. Le personnage principal a perdu sa femme. Ils doivent récupérer une amulette. Une amulette qui permettra de rendre la vie à sa femme. Ils sont à la recherche du MacGuffin. Ouais, exactement. Voilà, exactement. Qui prend pas trop de place dans le film en plus, parce que même si c'est le moteur, ils en parlent que quand il en est question et pas plus quoi. Et en fait, il y a une espèce d'imbroglio qui fait que chacun pense se retrouver à cet endroit-là, mais en fait tout le monde est à un endroit différent, puisque Forge, donc Hugh Grant, n'a pas été tout à fait honnête dans ses intentions et il a créé une espèce de détournement de fonds
parce que son plan est de laisser la ville, et là on finit par le comprendre assez vite, il veut laisser la ville à Sophina, la sorcière rouge, pour qu'elle accomplisse une espèce de malédiction qui va lui faire monter une armée de morts-vivants, pendant que lui prend la fuite avec tout l'or. Tout l'or de tous les aristocrates qui sont venus assister au jeu de pas d'hiver qu'il est en train d'organiser. Et ces jeux de pas d'hiver, nos protagonistes vont y être confrontés. Et là, je sens effectivement qu'il y a une partie entière du jeu de rôle qui est consacrée à, ben voilà, vous êtes dans l'arène, il va falloir gérer les différentes épreuves et les différentes embûches. Et encore une fois, je trouve qu'on sent tout le temps la patte MJ et joueur dans le film. Et c'est ce que j'ai trouvé hyper cool à suivre. Et ce, dès la première vision. C'est pas un truc qui est méga caché. Et je trouve ça très très cool. Ouais. Et il y a aussi une ref au dessin animé, c'est trop bien. Ah bah c'est là en fait, ce que tu disais, c'est quand ils sont dans la cage, c'est ça ? Ouais, en fait, il y a plusieurs teams. Il y a leur team, il y a une autre team, et il y a une troisième team, et l'autre. Enfin, il y a une team, c'est la team du dessin animé. C'est hyper émouvant parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus à Donjons et Dragons par le dessin animé, je crois, de 1980, voilà. Et donc, en plus, c'est des personnages très colorés parce que, il y a il y a un magicien avec un long chapeau pointu vert. Ouais, exactement, voilà. Ouais. Donc, et on les voit. En plus, on les voit un tout petit peu, tu vois. Et c'est en arrière-plan, et c'est vraiment un clin d'œil très mignon, très très sympathique. Il y a aussi, alors j'ai plus le nom de ces panthères qui arrivent à se projeter holographiquement. Les bêtes éclipsantes, ouais. Voilà, exactement, Eclipse Beast, exactement. Et c'était un peu mes terreurs aussi quand je jouais, parce que c'est une bête vraiment affreuse quand tu en rencontres 2 ou 3, parce qu'elles vont jamais toutes seules, c'est un vrai problème. Et avec ce labyrinthe qui bouge, et c'est vraiment entre tradition et modernité. Et encore une fois, aussi Labor of Love, c'est-à-dire vraiment beaucoup d'amour derrière ce film, quoi. Voilà, c'est là en fait dans toute cette séquence, parce que je crois qu'il y a aussi, je crois que ces monstres s'appellent des mimiques, le faux coffre qui attaque le personnage. Oui, tout à fait, les mimiques, ouais. Voilà, et ben en fait moi je connais très peu de choses, mais je sais que quand j'étais petit, j'avais feuilleté vite fait un livre de créatures de Donjons et Dragons, sans même savoir que c'était un jeu de rôle, je comprenais rien à ce truc-là, j'étais vraiment petit. Et il y a 2 créatures qui m'ont marqué, c'était la bête éclipsante et le mimique, ce qui est assez drôle, puisque c'est les 2 qu'on retrouve là-dedans, et c'est là que je me dis, il y a du fan service dans ce film, mais il est quand même parfaitement dosé et il n'est jamais inutile. Et c'est ce qui est très très fort. Cette scène de l'arène est quand même hyper cool, et encore une fois, ce que j'aime bien en fait dans ce film, c'est qu'à chaque fois les situations se résolvent par un côté petit malin en fait des personnages. Ils ont toujours l'idée en plus à laquelle toi t'avais jamais pensé pour essayer de se sortir des situations, et c'est ce que je trouve très fort, parce que c'est après Donjons et Dragons, c'est un univers, c'est pas bien transcrit dans le film, et tant mieux, mais c'est un univers où quand tu meurs tu peux revivre, tu vois, ce qui est pas voilà, d'accord. Mais bon, c'est vrai que c'est pour ça que on a tendance à avoir des aventures un peu épiques et enlevées, contrairement à des univers plus gritty comme Warhammer. Mais bon, ça peut pas être retranscrit dans le film, sinon ça cassait la fin, le plot point, etc. Donc, voilà. Ouais, non, mais oui, tu peux pas tout faire du jeu de rôle, parce que les gens auraient pas compris que les personnages repop, ça aurait été bizarre. Et une petite pensée du coup pour Melko, qui nous dit que le cube gélatineux pour sa part, ça l'a fait kiffer de le voir dans le film. Parti trop tôt. Exactement. Mais c'est cool, parce que le film est très très généreux sans en faire trop, et c'est mortel de voir, parce que là je vois dans les réactions qu'on a depuis tout à l'heure dans le chat, il y a plein de gens qui retrouvent des choses qui leur ont plu, voire qui les ont émus, comme tu disais, Fibre. Et je trouve ça super que le film arrive à faire ça sans mettre de côté ceux qui n'ont jamais touché à ce truc-là. En fait, il sort le côté très ludique, en fait, évidemment par défaut de l'univers de Donjons et Dragons, donc un truc qui va être acceptable et appréciable par n'importe qui, mais sans y glisser des références partout qui permettraient de comprendre la scène un peu mieux. Non, c'est juste tu aimes ce que tu vois dans les plans, etc. Et voilà, ça aurait pu être une horreur de fanservice, et donc ça aurait pu s'appeler Ready Player One. Mais non, finalement, c'est Donjons et Dragons. Je l'ai calé, je suis très content. Finalement, c'est Donjons et Dragons. Un jour, il faudra qu'on en parle. Je sais, t'inquiète. Non, ou alors si, mais ce sera cathartique pour lui, parce que je pense que c'est au-delà. Il y a un problème avec ce film qui, à mon avis, est au-delà du film. Moi, je te propose, Thibaut, juste, c'est de rusher tes 4 derniers trucs que tu as écrits, parce qu'on est à 1h34 et il va falloir qu'on conclue. Oui, tu as tout à fait raison. Je te propose de turbo-rusher, qu'on donne notre point de vue, parce que les gens sont en haleine, Thibaut. Oui, évidemment. Personne ne sait encore ce qu'on en a pensé. Bon, on va effectivement rusher. Hein. Ils finissent par s'en sortir, étrangement. Il y a un regain, parce qu'au bout d'un moment, le plan des méchants se met en place, hein, et la sorcière arrive à mettre son plan en action et essaie de convertir tout le monde en zombies. Sauf que pendant que les héros se font la malle,
le personnage de Chris Pine ayant récupéré sa fille et la tablette. Ils finissent par avoir un regain de valeur et demi-tour droite et c'est reparti. On retourne dans la ville pour sauver tout le monde. Ce qu'ils font, ce qui donne lieu à un combat contre Sophina. Donc on se tape contre la boss finale. Combat que j'ai trouvé personnellement assez laid. Très inspiré. Alors très inspiré encore une fois, il y a plein d'idées, mais visuellement, c'est ce que tu disais Fibrotique tout à l'heure, ça va très très mal vieillir. Parce qu'on est sur beaucoup de CGI et le CGI ne sont pas l'élément le plus beau du film. C'est beau quand il n'y a pas d'humain, notamment la bataille de main, c'est joli. Mais dès que ça commence à bouger et tout, juste avant, il y a une scène avec Michelle Rodriguez où là, il y a beaucoup de CGI, plus elle qui est incrustée. Et là, ça a plus de mal. Quelques moments dégueulasses. Ouais. Mais quand je disais inspiré, c'est que tu as clairement des plans qui sont clairement volés dans le premier Avengers. Il y a il y a des moments qui ressemblent vachement à la bataille de New York. Le e-bourse qui explose Sophina à la fin. Oui, ça c'est Hulk et Loki. Ils sont piètre dieu. Exactement. Ils se sont sentis obligés de faire 3 références comme ça, assez un peu lourdes. Ouais, elles sont vraiment rigolo. là, effectivement. Ouais. Et, mais il y a une perte dans ce combat quand même, puisque Olga meurt et c'est ce qui va achever de clore en fait cet arc donc. On se bat pour essayer de raviver le passé du personnage principal qui veut ressusciter sa femme et donc offrir une mère à sa fille, mais sauf qu'en fait quand Michelle Rodriguez meurt, il finit par capter qu'en fait c'était elle sa maman de substitution et il décide de sacrifier la tablette pour raviver Michelle Rodriguez, ce qui va leur permettre de vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Et ça va se terminer sur une scène donc effectivement très drôle qui est un callback au début du film puisque Hugh Grant se fait capturer et emprisonner par le paladin. Il va dans la prison d'Icewind Dale et c'est là qu'il essaie en fait de refaire exactement le même plan que les personnages du début, sauf que puisque les personnages du début l'ont fait, ils ont briqué le mur, la fenêtre, elle n'existe plus, du coup ils se mangent le mur de façon assez lamentable et ça clôt un film que allez, il faut le dire, j'ai trouvé absolument extraordinaire. Aussi drôle qu'intéressant, très beau, très très bien écrit, très intelligemment fait, avec énormément d'amour. Autant pour le public que pour le matériau, ça ne prend jamais les spectateurs pour des cons. Et c'est extrêmement agréable. Voilà, j'ai lâché la brique. Vous savez maintenant ce que j'en pense. Fibre, tu as eu l'amabilité de nous expliquer ton point de vue au début, mais on va y revenir. Très bon film au non-succès. Il n'a pas eu de succès, donc incompréhensible, mais qui se comprend aussi. Il y a des petites choses qui n'allaient pas trop. Le trailer était un peu drôle, ironique, trop léger. Moi, j'avais peur d'avoir un film qui se foutait qui avait compris que le prendre au sérieux, ça marchait pas, alors ils allaient s'en foutre. Voilà, l'affiche était ultra générique, pas intéressante, pas classe, pas drôle non plus. Et effectivement, Chris Pine, qui est un bon acteur, il se vend pas très bien quand il est figé. Donc il y a plein de choses qui allaient pas. Et moi-même, je voulais pas y aller en mode putain, Another Donjons et Dragons. Et quand il y a eu le good buzz, j'ai dit ok, j'y vais, tu vois. Ouais, voilà. Et c'était super. Voilà. Mais ouais, vraiment. Thomas. Alors moi je trouvais, je l'ai pas dit au début, mais effectivement la vibe Willow et même la vibe Seigneur des Anneaux, j'ai pris une note. Je trouve que le film est magnifique parce qu'il utilise énormément de plans naturels. L'évasion au début, quand ils sont dans la neige, les plans sont superbes. Je pense que c'est des plans en drone. Juste après, il y a toute une partie en cheval où je pense qu'il y a des plans qui ont dû être tournés en Irlande ou ce genre de choses. Enfin, c'est très beau. Il y a toute une discussion dans un champ de blé à un moment qui est une scène très anodine, mais la scène, le champ, la couleur est absolument superbe. J'ai beaucoup aimé l'univers parce que je trouve qu'il transpire la magie en permanence. On sent que c'est un univers en fait où la magie fait partie du quotidien et en fait il l'utilise pour tout et n'importe quoi. Et je trouve que on est transporté vraiment dans un univers qui est très cohérent dans un univers de JDR quoi. Donc je l'ai trouvé vraiment vraiment bien. Moi pareil en fait, échaudé juste par le premier, donc avec Jeremy Irons, j'ai pas eu le courage de regarder le 2 et le 3. J'ai eu du mal à me hyper. Je me suis dit qu'encore une fois, on allait prendre notre humble communauté pour des abrutis qui sont juste qui sont pas capables d'aimer autre chose qu'un truc décérébré. Donc j'ai pas eu le courage et ça a été une excellente surprise. J'ai ri. Le film, je trouve, comme je disais, il est très très généreux. Ça bouge beaucoup et je crois que pour moi, la double peine du fait déjà qu'il n'ait pas fonctionné, c'est qu'en plus, le fait qu'il n'ait pas fonctionné, apparemment, Netflix a récupéré les droits et ils vont en faire une série. J'ai très 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 peur de ce que ça peut donner. Ouais, pourquoi pas. Voilà.
Écoute, c'est le souci de Netflix, c'est qu'on le connaît, en fait, ils vont aller chercher un random acteur connu, faire un truc, pour au final l'annuler à la fin de la 2e saison parce qu'ils auront chié complètement sur le truc. Écoute, je demande à voir, mais bon, parce que je me dis qu'ils ne reprendront probablement pas cette direction, sachant que ça n'a pas fonctionné. Donc, je sais pas, j'ai pas du tout aimé ce qu'ils ont pu faire avec Witcher. J'ai du mal, on va dire, avec les productions Netflix en général. Donc on verra, je regarderai, mais je pense que ça va être dur de retrouver les vibes que j'ai pu avoir là sur ce film que j'ai donc trouvé très très cool pour ma part. Merci beaucoup Bertrand. Moi ça a été un vrai plaisir, comme Thomas, comme chacun d'entre vous, je voulais pas y aller. J'avais été, même s'il m'avait beaucoup fait rire comme un très grand Z, le film avec Jeremy Irons, c'était un vrai pinceau. J'avais pas envie d'y aller. J'ai mis quoi je l'ai vu il y a pas si longtemps en fait. Je vous en avais parlé. C'était quoi en septembre. Un truc comme ça. Et il a fallu longtemps. Il a fallu que toi et Thibaut m'en parliez. Il a fallu que un de mes meilleurs amis m'en parle aussi en bien pour que enfin je passe le pas. Et j'ai passé un moment génial. J'ai retrouvé le plaisir de regarder en dehors de toute la fantaisie qui est très drôle et très respectueuse et foisonnante, j'ai retrouvé le plaisir d'un vrai grand film d'aventure où il y a, comme tu disais Thomas, un enchaînement continu de scènes. Je l'avais vu en septembre, je l'ai revu là pour préparer l'émission, et il y avait plein de moments dont je me rappelais pas. Il se passe énormément de choses, et un détail qui moi me fait beaucoup de bien, c'est qu'il n'y a pas une seule incohérence. Il n'y a pas de personnage où tu dis non, vous avez dit le contraire. T'as rien qui est forcé. C'est vraiment très très bien écrit. Et vraiment, c'est la démonstration qu'il suffit de se donner la peine pour faire quelque chose de vraiment bien. Et aussi pour donner un petit peu d'espoir, en fait, c'est pas un four gigantesque. C'est un... Il a pas marché autant qu'il voudrait parce qu'il a coûté assez cher, c'est sûr, mais c'est pas un méga four. C'est pas un méga four, donc il y a encore l'espoir qu'il y ait une suite. Voilà. Donc du coup, j'ai adoré ce film et j'ai retrouvé, comme je vous disais tout à l'heure, des vibes à la Spielberg où il y a des scènes très foisonnantes, où il y a beaucoup d'enchaînements, beaucoup de plans, et toujours ce truc qu'a Spielberg de faire en un mouvement de caméra ce que d'autres feraient en 3-4 plans. C'est très bien fait, c'est très bien écrit, c'est très bien joué, le casting est impeccable, bref. C'était un vrai plaisir, un de mes plus grands plaisirs de l'année dernière. Ouais, voilà, tout simplement. Moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est assez fort. Merci beaucoup, Bertrand. Fibre, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton actu, en sachant que l'épisode va sortir, et je le précise pour tout le monde, tous les gens qui sont là, qui voudraient le réécouter éventuellement une fois monté et tout ça. L'épisode va sortir, il me semble, le premier mercredi du mois de mai, puisque notre épisode d'avril est déjà dans la boîte. Il va sortir le premier mercredi d'avril, là. Donc j'ai pas encore mon emploi du temps. Voilà. Si je vais dire un truc que je dis pas souvent, en juin. Attends, je vais vous dire l'emploi du temps. Je sors l'emploi du temps. Mais en juin, alors, premier mercredi de mai, c'est quand nous sommes, vous qui écoutez ce podcast, nous sommes le... Parce que le 1er mai, c'est un jeudi. Le journal, s'il te plaît. C'est un jeudi, donc nous sommes le 7 mai. Ok, oui, absolument. Mardi prochain, le 13, j'ai Euroguessr, un jeu de rôle sur le Parlement européen. Et 14 mai, mercredi, j'ai Game of Roll. Voilà. D'accord. Et ensuite, alors j'ai un truc à vous dire important. Je vais aller à Rotterdam pour la TwitchCon, mais ça, vous vous en moquez. Mais il y a un truc qui est important. Oui, voilà, c'est ça. C'est le 14 et 15 juin. Je suis à Angers. Voilà, dans le château d'Angers, et je fais 2 parties de jeux de rôle de Dark Fantasy. Je suis pas du tout habitué à la Dark Fantasy, mais je suis en train de bosser sur le sujet. Génial. Donc voilà. Et non, j'ai aussi autre chose, mais c'est un peu trop tôt pour vous en parler. Voilà. Mais en gros, il va se passer des choses. Trop bien, ça c'est la classe. Est-ce que tu nous permets de nous faire un petit peu de promo ? Oui, bien sûr. Merci, c'est très gentil. On va faire ça rapide, mais bon voilà, du coup, toutes les personnes présentes, merci beaucoup. D'avoir joué le jeu, de suivre cet épisode, nous ça nous fait chaud au cœur. On n'a pas l'habitude d'avoir autant de gens qui nous écoutent, puisqu'on est un podcast qui, voilà, on en est à notre 2e saison, mais voilà, pour l'instant on reste relativement confidentiel. Juste précise aussi, 2e saison, et on a fait le choix de ne pas avoir de réseaux sociaux, justement. Oui, récemment. De l'actualité politique et autres. Voilà. Et en plus, on est nul en réseaux sociaux. Voilà. Exactement. Donc, du coup, voilà. Attention, ici l'on approche. Excusez-moi de vous dire un truc, mais c'est parce que vous êtes nul que vous en avez pas.
Mais en vrai, il y a aussi des réseaux sociaux très sains. Et excusez-moi, j'ai envie que vous réussissiez. Et je pense que vous devez faire du... voilà. Vous devez être sur la présence sur les réseaux sociaux. Sinon, vous aurez... on en a conscience. De décoller, quoi. On en a conscience, c'est sûr. Mais bon, c'est vrai qu'entre le fait qu'on sache pas faire et le fait de mine de rien rester sur un truc aussi fascisant, c'est compliqué. Mais je sais, comme tu disais, qu'il y en a des plus safe que d'autres. Je crois que c'est Blue Sky qui est pas mal. Oui, Blue Sky, c'est compliqué aussi, mais c'est compliqué d'une autre façon. D'accord. Non, c'est juste il faut rien. Vous verrez. Allez-y, vous verrez. C'est une ambiance très particulière. Et non, mais voilà. Et du coup, merci du coup beaucoup pour tes mots déjà, Fibre. Ça fait très très plaisir. On avait reçu du coup pour expliquer un peu les coulisses. Tu avais commenté une fois un épisode qu'on avait fait parce qu'on avait invité le formidable et sémillant Willem Horn du podcast Hyperdrive et Zone 52. Et je vous invite à écouter, c'était un épisode très chouette. Un podcast sur Star Wars, c'est un spécialiste de Star Wars, le gars. C'est un podcast, voilà. Hyperdrive est un podcast sur Star Wars et nous, on avait fait un épisode sur John Carter, du coup. J'adore ce film. Ah, merci d'exister. Écoute le podcast, écoute l'épisode qu'on a fait dessus parce que on est... Il faut que tu aies du temps, voilà. Il dure 3 heures. Voilà, il est long. Là, pour le coup, on n'avait pas de limite. Le film est long, mais ouais, mais le podcast, j'adore. Mais Taylor Kitsch, voilà. Tout le monde devrait aimer Taylor Kitsch, voyons. Moi, vraiment, Taylor Kitsch, il a fait John Carter et le truc, là, Battleship. Vraiment, je suis refait. Vraiment, pour moi, filmo parfait. Tiens. On va, sachant qu'on aimerait, on aimerait un jour réinviter Willem pour parler de Battleship parce qu'il partage également cet amour. Mais bien sûr, Battleship, mais imagine, on t'embauche et on dit, gars, tu connais la bataille navale, faut faire un film dessus. Et vraiment, le mec, il dit, banco, je le fais. Et il fait un film avec des scènes ouf. Alors le film il est inégal, hein, mais il y a certaines scènes ouf, mais surtout le pari, le truc de base, c'est pas Donjons et Dragons, c'est la bataille navale, c'est limite il faut adapter le solitaire, quoi. Et vraiment c'est super, quoi. Oui, exactement. Je trouve que l'idée est bonne. On a clairement rencontré les 4 personnes qui aiment ce film sur cette planète. Voilà. On va être obligé de faire une émission avec ces 4 personnes qui aiment ce film. Et je vous jetterai des choses au visage. Je ne peux que souscrire à ce que dit Super Tefa. Il faut envoyer ce podcast à Médoc du Cozy Corner qui a une incroyable histoire sur John Carter. Écoutez le Cozy Corner, je ne sais plus quel épisode c'est, mais c'est pas grave, écoutez tout. C'est le meilleur podcast au monde. Donc voilà, vous nous retrouvez tous les premiers mercredis du mois pour un épisode donc sur un film qui est exactement comme on l'a fait ce soir. J'ai mis le Discord dans le chat aussi pour ceux qui seraient intéressés. Mais il faut qu'il soit validé, je crois, parce qu'il n'apparaît pas pour l'instant. Mais je le précise, il va arriver. Donc voilà, on a un Discord, effectivement. N'hésitez pas à venir nous y rejoindre. Pour l'instant, il est pas très très actif parce qu'on n'est vraiment pas beaucoup dessus. On a décidé de privilégier Discord pour essayer quand même d'avoir un contact avec la communauté. Donc n'hésitez pas, voilà, si le lien apparaît, à nous rejoindre. Sinon, si jamais, vous pouvez rejoindre sur Instagram parce qu'on y est quand même, mais à titre plus perso, rejoindre un compte qui s'appelle Cinébat Pitch, c'est moi. Et en plus, déjà, vous trouverez un jeu ciné très sympa. Mais en venant me parler directement, vous pourrez, si jamais vous n'avez pas le lien du Discord, le récupérer, puisque je peux vous le donner sans aucun souci. Et si tu me permets, encore une fois, de glisser un peu plus de promo. Oui, pourquoi pas. Merci beaucoup. Il se trouve que je suis également auteur, tout petit qui commence. Et je vais sortir normalement dans les semaines qui viennent un livre, un recueil de nouvelles qui mélange la science-fiction et la fantasy, qui va s'appeler Flayula Chronique des premières années. Pareil, si vous avez besoin, suivez le compte Instagram, je ferai de la pub dessus quand il sera question que ça sorte. Donc si ça vous intéresse un tout petit peu, n'hésitez pas à aller sur Instagram, suivre CinéBadPitch. Bon ben voilà, merci infiniment, merci pour tout, merci pour ta patience, et puis merci à ta communauté qui a l'air extraordinairement chouette. Moi je suis la chaîne maintenant. D'accord, merci à tous, au revoir. Attendez, on vous a pas encore dit de quel film on allait parler le mois prochain. On va parler de... Jette-toi dans le canal Finukiel.